sera toujours avec un réel plaisir qu'on prendra la parole de ce côté et qu'on aura la ferme conviction qu'on est suivi avec beaucoup d'attention de l'autre côté. Que vous soyez dans vos maisons, que vous soyez dans des marchés, que vous soyez un peu partout dans le monde entier et que vous suiviez le canal 6, mais également le canal 508 sur Canal Plus International. Cela nous donne du boom au cœur. Et parce que cela nous donne du boom au cœur, nous allons marquer un arrêt important ce matin, comme tous les mercredis d'ailleurs, pour évoquer la situation de ces Camerounais qui sont allés à l'extérieur. Nous les appelons habituellement ces Camerounais de la diaspora. Une interrogation certainement fondamentale, pourquoi pas pertinente. On parlera du contexte politique de l'heure dans notre pays, le Cameroun, avec une interrogation. Que pense la diaspora? Que peut la diaspora? Lorsque nous évoquons les problèmes ayant trait à la politique en ce moment au Cameroun, la diaspora a-t-elle un mot à dire? Si jamais elle a un mot à dire, que pense cette diaspora-là? Et que peut cette diaspora? De toutes les façons, parce que vous êtes en direct sur Info TV, dans ces canaux que nous avons évoqués plus haut, sentez-vous privilégiés. Et si vous en avez convenance, appelez-moi Perfecto. Je modère. Docteur Alexandre Thomas Essomba, bonjour. Bonjour. Comment vous allez? Je me sens bien et merci pour l'invitation. Je souligne que vous êtes un membre très actif du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, le RDPC. Vous êtes par ailleurs adjoint au maire de la commune de Yaoundé 4. Tout à fait, je suis fier de brandir mon étendard RDPCiste et j'officie en tant que premier adjoint au maire dans la commune de Yaoundé 4e. Il faut le dire, hein, ce n'est un secret pour personne. Dans quelques mois, le peuple camerounais sera appelé une fois de plus à aller aux urnes pour élire non seulement les conseillers municipaux, mais également les députés de la nation. Vous qui êtes au RDPC, et plus précisément au niveau de votre circonscription, avez-vous l'impression que vous êtes prêt? Oui, je pense que le RDPC ne perd pas de vue que l'enjeu est éminemment important. Les plénipotentiaires de notre parti ont été mis en séminaire par la hiérarchie de notre parti et ils ont reçu un certain nombre d'informations et d'instructions. Et si je ne m'abuse, je crois que le ministre Etundingwa ce matin, ou sinon tout au moins aujourd'hui, rencontrera cette pléthore de responsables politiques du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, du Fundi, les élites, pour leur transmettre un certain nombre d'informations et nous attendons. Toutefois, nous sommes à pied d'œuvre, nous travaillons, nous sensibilisons et nous nous inscrivons progressivement et toujours sur les listes électorales. N'avez-vous pas peur de l'opposition? L'opposition camerounaise est une opposition que j'estime sérieuse, elle est combattante, elle est même combative. Mais le RDPC est une mastodonte, le RDPC a un maillage territorial national et le RDPC a toujours travaillé. Le RDPC n'attend pas toujours la période électorale pour s'engager à quelque campagne que ce soit. Nous travaillons tous les jours, nous sommes en campagne tous les jours, nous mobilisons les foules chaque jour, nous travaillons chaque jour pour que l'étendard du RDPC flotte toujours très haut. Et que répondez-vous, hein, docteur Alexandre Somba, à ceux qui estiment que si le RDPC est aussi fort, comme vous venez de le marteler tout à l'heure, c'est certainement parce que ce RDPC bénéficierait de l'apport incommensurable de l'État. Les outils de l'État sont derrière le RDPC et ceci peut expliquer cela. Le RDPC n'a rien à voir avec les moyens de l'État. Il peut tout simplement arriver que certains hauts fonctionnaires de la République soient militants du rassemblement du peuple camerounais et qu'ils s'investissent en donnant, en mettant en contribution et leur expertise, pas forcément les moyens. S'ils ne mettent pas les moyens de l'État, hein? Oh, ça peut arriver, mais c'est pas... C'est-à-dire que les véhicules CA battent campagne pour le compte du RDPC. Ça peut cas, arriver. C'est des cas rarissimes. Ah, d'accord. C'est des cas rarissimes. Je pense que ce sont des hauts fonctionnaires qui peuvent s'acheter des véhicules et ils peuvent aller en campagne, ils peuvent battre campagne, ils peuvent parcourir le territoire national pour battre campagne au nom du RDPC. Le RDPC n'est pas un parti État. Le RDPC ne puise pas dans les moyens, de l'État. Le RDPC, c'est se créer des moyens, il y a des cotisations, il y a des contributeurs privés qui peuvent également financer notre parti.
Quelqu'un m'avait dit en préparant une émission que parfait, tu sais, on entre au RDPC pas forcément parce que l'on soutient une idéologie, mais c'est parce que l'on veut un positionnement d'ordre politique et d'ordre social. C'est la vérité en face ou alors c'est excessif? Le RDPC a une idéologie forte. Le RDPC est le Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Ça veut dire que c'est un parti de masse. C'est aussi un parti qui ratisse l'art. C'est un parti qui engage les Camerounais sérieux à se mobiliser pour la construction de notre pays. Le RDPC n'a rien à voir avec la quête de quelques postes politiques, avec la quête de quelques ambitions au sommet de l'État. Non. Certes, la raison d'être d'un parti politique, c'est d'abord la conquête du pouvoir. Le RDPC veut conquérir le pouvoir. Mais je pense qu'en tant qu'individu, tout au moins pour ma modeste personne, je suis dans le RDPC parce que je suis fier de militer pour ce grand parti et partager les idéaux du président national, son Excellence Paul Biya. Où se trouve votre président du parti? Notre président se trouve à l'étranger. Je ne peux pas vous dire exactement dans quel pays il se trouve, mais je pense qu'il est sorti du pays. Et je crois qu'il est très actif, je crois qu'il est très présent par rapport... La présence n'est pas que physique, la présence est aussi la prise en compte, le contrôle d'un certain nombre... C'est philosophique ça, hein? C'est vrai que vous êtes philosophe. C'est pas philosophique, c'est pratique. Vous dites que la présence n'est pas que physique. La présence n'est pas que Elle physique. peut également être spirituelle. Oui, elle est spirituelle. Elle est institutionnelle. Oui, elle est institutionnelle puisqu'il a un contrôle pratiquement de toutes les activités. La preuve en est qu'il y a quelques jours, il a nommé à des postes militaires très très importants. 5 généraux. 5 généraux, c'est le cas de le rappeler. Ça montre à suffisance que le chef d'État contrôle tout. Le chef d'État est là. Le chef d'État serait peut-être hors du pays, mais il a une mainmise et un contrôle parfait de la situation politique, administrative camerounaise. Il s'appelle Alexandre Thomas Essomba, fait précédé de docteur. Il est homme politique et milite il soutient les idéaux du RDPC, par ailleurs premier adjoint à la mairie de Yaoundé 4. Nous sommes justement à Yaoundé. En face de lui, c'est un jeune journaliste. Il est par ailleurs directeur de publication, un journal qui commence également à marquer les esprits. Il s'agit de Caporal Info, DP Jacques Bagnoloc qui sort fraîchement de Douala. DP, bonjour. Parfait. Aïssi et Toa, bonjour. Bonjour à tous les téléspectateurs d'Info Télévision, notamment de cette belle émission Espace Miné que vous présentez avec une maestria dont vous seul avez le secret. Aujourd'hui, vous êtes à la 40e émission modérée. Vous ne comptez plus. Je suis un peu plus de 10 000 débats modérés. Ah bon, déjà? Un peu plus de 10 000 débats modérés, oui. Je peux le démontrer, hein. Ce n'est pas l'histoire du bar. Je modère les débats depuis 2005. Et pratiquement au quotidien. Il n'y a aucun journaliste camerounais, aucun journaliste africain qui a modéré autant de débats que Parfait ici. Vous avez fait un sondage, monsieur? Donnez-moi un nom. Et nous prenons nos calculettes. Donnez-moi un nom, Jacques. Je le dis, hein, la télévision est sur le satellite. Oui, parce que j'ai dit qu'il n'y a aucun journaliste camerounais, aucun journaliste africain qui a modéré autant de débats que Parfait a ici. Maintenant, s'il y a quelqu'un qui a la preuve de contraire, c'est parti et on fait les calculs. D'accord. Okay. Donc, je détiens ce record. Vous détenez le record. Vous avez plus de 10 000 débats modérés. En télévision? En télévision. D'accord. Non, c'est félicitations, Parfait ici. Je voudrais, en début de cette émission, l'un de vos collègues m'a un peu fait sourire à l'entrée. Quand j'entrais, il me demande comment est-ce que ça se passe à la Camboite, comment se porte la Camboite. Je lui ai dit, mais c'est comment? C'est normal, on doit avoir des informations pour une structure aussi importante comme celle-là, parce que nous parlons de l'eau. Effectivement. Et les uns et les autres disent souvent que l'eau, c'est la vie. Non, l'eau, c'est la vie, effectivement. Et c'est parce que l'eau, c'est la vie que le top management de la Camboite travaille au quotidien pour permettre aux Camerounais d'avoir de l'eau. Vous savez qu'ils sortent fraîchement d'un grand atelier qui a eu lieu ici à Yaoundé avec ce qu'ils ont appelé le pacte Camboite de la performance. Et je vous rassure, Parfait ici, qu'au sorti de là, j'ai l'impression que les employés, les collaborateurs du docteur Blaise Moussa ont multiplié des stratégies de terrain pour mettre les populations
dans des situations où elles sont très contentes. Parce qu'on a encore vu sur le terrain, avec une nouvelle innovation, désormais tous les samedis, même les agences Camwater sont ouvertes. Les samedis, c'est à applaudir des deux mains. On a vu également comment, au niveau des travaux d'extension et tous les travaux de maintenance dans les différentes usines et autres qui connaissent un état d'avancement important. Donc, c'est bien de le dire quand ça marche bien au Cameroun. Donc, bravo au directeur général de cette entreprise, le docteur Blaise Moussa, qui a un travail important. C'est un jeune. C'est un jeune. Bien. Et je crois qu'il est du RDPC. Donc, c'est la preuve de ce que dans le RDPC, on fait également confiance à la jeunesse. Détour. Voilà. Je sors parfois ici, je sors rapidement. Vous n'allez pas me le refuser en 2 secondes parce que je suis fâché. Oh là là. Je suis très, oui, je suis très... Qu'est-ce qui vous énerve ce matin? Oui, je suis fâché parfois ici parce que, à un moment donné, je me demande ce que les Camerounais veulent. Parfois ici, comment est-ce que vous pouvez comprendre qu'un homme d'affaires, un chef d'entreprise, finance les projets des jeunes à hauteur des centaines de millions par an? Qu'il finance le parti, le RDPC. Si le RDPC vit à Bazou, c'est grâce à lui. Grâce aux entreprises qu'il a disséminées sur l'ensemble du territoire national, notre économie rayonne. Il est celui-là qui a offert à chaque université d'État un bus flambant neuf, clé à main. Il s'appelle Jules François Famawa et qu'aujourd'hui... Et qu'est-ce qui se passe? Mais depuis quelque temps déjà... Il a fait, nous lui disons merci et bravo. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a un autre problème? Oui, justement, on observe donc qu'il y a une sorte de cabale. Ah bon? Oui, une cabale qui est menée contre lui avec des influenceurs de l'étranger et autres qui font ce mauvais travail. Mais parfois ici, investigation faite. Toutes ces accusations sont montées de toutes pièces. Parce que nous travaillons sur le sujet depuis des années déjà. Et on peut le dire ici avec autorité que tout ce dont on accuse ce monsieur, quand on a regardé au fond, c'est faux. Mais on comprend. Parce que justement, les gens lui en veulent. Il est victime de son soutien au chef de l'État. Il avait clairement dit que lui, il a décidé d'accompagner avec loyauté, patriotisme le président de la République. Vous comprenez donc que même en interne, ça peut faire des jaloux. Et les gens veulent trouver des pots de banane à mettre sur son chemin. Je voudrais juste lui dire ce matin que, président, sachez qu'on ne jette des pierres que sur un arbre qui porte des fruits. Bon courage, l'opinion publique connaît la vérité. Et il y a quelqu'un qui disait ceci, hein, et c'était un écrivain, il disait que lorsque vous faites quelque chose, et surtout quelque chose de bien, vous avez face à vous 3 catégories d'individus. Une catégorie qui veut faire exactement la même chose que vous, mais qui n'en peut pas parce que manque de compétences. Une autre catégorie qui veut faire exactement le contraire de ce que vous faites, une fois de plus, qui n'en peuvent pas parce que manque de compétences aussi. Mais il y a une autre catégorie, c'est pourtant, c'est là la grande masse. La grande masse des individus, et celle-là qui n'a rien à proposer. Et l'écrivain les appelait cette grande masse d'imbéciles, mais qui vous diront simplement que, oh non, celui-là, il veut seulement se faire voir, et il aime trop se faire voir. La catégorie n'a rien à proposer, mais c'est simplement de la jalousie, c'est simplement de l'aigreur. Maintenant, nous allons dire ce matin, pour ceux qui sont aux aînés de la scène, qui abattent un travail énorme, ils ont le soutien des vrais Camerounais, ils ont le soutien des vrais individus. Ne vous découragez pas, parce que l'on tire sur vous, parce que l'on vous dénigre, parce qu'on complote contre vous. Restez focus sur ce que vous avez à faire. Et ce n'est que de cette manière-là que vous entrerez positivement dans l'histoire. Parce qu'à côté de cela, il y a d'autres qui sont dans la poubelle de l'histoire. Effectivement. Et lorsqu'on a dit cela, on accueille un autre jeune Camerounais, hein, lui qui n'entrera pas dans la poubelle de l'histoire. Il s'appelle Durand Aimar Tigué. Durand Aimar Tigué, bonjour. Bonjour, monsieur Parfait ici. Comment tu vas? Je vais très bien. Vous insistez sur très bien. Oh, ouais, très bien. Et j'aime ça. Je souligne que vous êtes technicien de laboratoire, vous êtes également promoteur de santé physique et mentale. Ce qui m'intéresse, hein, c'est l'aspect promoteur de santé physique et mentale. J'avoue que je ne comprends rien. Il s'agit de quoi? Ah oui, il s'agit de nous intéresser particulièrement sur la santé physique et mentale, c'est-à-dire les émotions et les pensées. Parce que voyez-vous... Les émotions et les pensées. Les émotions et les pensées. Bon, on commence par les émotions parce que c'est les émotions qui créent, c'est les pensées, on commence par les pensées parce que c'est les pensées qui créent les émotions.
Parce qu'en fait, l'OMS, selon les derniers sondages, disent que 80-90% des décès sont causés par nous-mêmes. C'est-à-dire, sont causés par nos habitudes de vie et beaucoup plus par notre mauvais état intérieur, c'est-à-dire nos pensées et nos émotions. C'est que quand on essaie de faire des recherches, on se rend compte que lorsque vous avez une pensée, il se passe une réaction biochimique dans votre cerveau. Maintenant, la réaction biochimique dans le cerveau libère des substances qui agissent au niveau de vos cellules, vos gènes et vos organes, qui maintenant imposent tout votre corps à se comporter comme la pensée que vous avez eue. Donc la ce qui pensée fait influence directement. l'intérieur. Ça a été Et ça prouvé. peut vous conduire, enfin les mauvaises pensées, peuvent Bien vous sûr. conduire à des catastrophes. Bien sûr, ça peut Probablement conduire à des maladies, à la Bien mort. sûr, à des maladies graves, des maladies chroniques. Maintenant, encore ça, si on se rend donc compte qu'avec les pensées, on peut se créer des maladies. Ça veut dire qu'avec les pensées, effectivement aussi, on peut retrouver de la santé. Ah bon? Et c'est là que ça devient intéressant. Oh oui, c'est là que ça devient intéressant et que beaucoup de scientifiques commencent à s'accorder. Il y a des biologistes qui ont fait des recherches sur la cellule. Et on s'est rendu compte que bien que vous ayez des gènes prédisposés, parce que quand vous avez le temps, on va vous demander quels sont vos antécédents familiaux. Est-ce que vous avez des personnes diabétiques? Est-ce que vous avez des personnes, par exemple, de telle maladie ou telle maladie? Donc, parfois, on se disait que quand on a ces gènes-là, nous sommes condamnés à la mort. Or, maintenant, l'épigénétique nous enseigne que bien que nous ayons des gènes susceptibles de causer telle ou telle maladie, nous pouvons modifier l'expression de ces gènes à part de nos pensées, nos émotions. Or, c'est l'expression du gène qui permet à ce que vous vous sentez comme ça ou comme ça. Donc, avec la pensée et tout ce qui se passe dans le cerveau, les protéines et les substances qui sont libérées peuvent influencer le comportement de la cellule, le comportement du gène qui, au lieu d'exprimer la maladie, va exprimer la santé. C'est que vous dites là. C'est là que ça devient un peu... C'est que vous dites là, me touche beaucoup. Hein. Ouais. Je me rends compte que c'est extrêmement important. En préparant ce programme, je suis tombé sur votre page Facebook. Je me suis rendu compte qu'il est écrit quelque part quand le cerveau influence le corps. Bien sûr. Et par la suite, j'ai encore lu changer intérieurement pour voir sa vie changer extérieurement. Ah oui. Ça C'est veut dire que- quoi? Ça veut dire que en concevant l'organisme humain, comme beaucoup de gens sont chrétiens, croyants, on va dire Dieu a tout prévu, a tout donné à l'organisme humain pour que il se débarrasse de tout agent pathogène, que ce soit une bactérie, que ce soit un virus, que ce soit un allergène, que ce soit tout autre agent qui pourrait attaquer le corps. Parce que quand une bactérie ou un virus ou un agent étranger attaque le corps, un anticorps spécifique est directement sécrété par l'organisme. Même si c'est un agent pathogène qui n'a jamais existé sur la planète. Dès qu'il attaque l'organisme sécrète un anticorps spécifique dirigé contre spécifique. Ça veut dire que il n'attaque pas, si c'est lui, ce n'est que lui qui l'attaque. Il ne choisit, il ne regarde pas ceux qui sont à côté. Ça veut dire que même s'il n'existe pas sur la Terre, dès qu'il attaque l'organisme sécrète l'anticorps spécifique dirigé contre lui. Maintenant, ce qui nous empêche, ce qui nous empêche maintenant de mieux combattre ces maladies, c'est notre état intérieur. Parce que voyez-vous, il y a des états supérieurs comme l'amour, la gratitude, qui peuvent tripler, dupliquer vos anticorps. Oui, il y a des Je le recherches, disais c'est que ici il y a 3 jours, par exemple, sans le savoir. l'immunoglobulines A, le simple fait d'être dans certains bons états de bien-être mental et psychologique peut faire en sorte que vous doublez, vous triplez le taux d'immunoglobuline A dans votre organisme. Or, l'immunoglobuline A, c'est l'un des anticorps les plus puissants de l'organisme. Donc, quand vous êtes constamment dans des émotions, on va appeler ça des émotions de suivi, des émotions de peur, de stress, de colère, de frustration, de blessures émotionnelles, vous mettez les bâtons dans les roues, au système nerveux parasympathique. C'est le système nerveux du calme, de la restauration et qui assure beaucoup de fonctions de l'organisme de manière automatique, comme par exemple la respiration. Attends d'abord. Ouais. Où est-ce que vous avez appris tout ça? Ah, bon, Je suis très bonne admiratif, question, hein. très bonne question, merci. À la base, il faut dire que je suis technicien de laboratoire. Oui. Oui, et j'ai fait beaucoup de recherches depuis 2 ans. J'ai lu j'ai étudié des neuroscientifiques, j'ai étudié des médecins qui se sont intéressés à l'épigénétique. C'est que l'épigénétique, c'est la science qui s'occupe de la cellule et tout ce qui se passe autour de la cellule. L'interaction entre la cellule et son environnement.
Disons également pour terminer, parce que je me suis vraiment intéressé à toi, voilà pourquoi je vous ai d'ailleurs appelé. Vous organisez donc une méga conférence de guérison intérieure. C'est ce samedi à Yaoundé. Bien sûr, ce samedi à Yaoundé, à l'hôtel Polyvar, au Carrefour Biema ici. Donc là, nous allons entrer en profondeur pour essayer d'expliquer aux gens le bien fondé, d'abord, d'avoir des bonnes pensées et qui vont entraîner des bonnes émotions par la suite. Et nous allons également démontrer comment il est possible, à partir des pensées et des émotions, de guérir ou alors d'accompagner, de vous accompagner à guérir plus rapidement. Merci. À partir de vos pensées, de vos émotions. Merci Durand Aymar Tigué, c'est votre nom, promoteur de santé physique et mentale. J'assure et j'assume que vous êtes un Camerounais à la tête bien faite. En face de vous, on va accueillir un compagnon de tous les matins. Lui, c'est Alain Douk. Alain Douk, bonjour. Bonjour, parfait, c'est un plaisir d'être là ce matin. Je salue les co-discutants déjà installés, nos millions de téléspectateurs à travers le monde. Et je suis convaincu que nous allons passer comme d'habitude un grand mercredi diaspora. Grand mercredi diaspora. En face de vous, lui c'est Djama Joseph Marie, bonjour. Bonjour Perfecto, bonjour à tous mes co-discutants, bonjour à tous ceux qui nous suivent à travers l'Afrique et à travers le monde. Simplement pour leur dire ce matin que je vais leur conseiller quelque chose dans le livre de Proverbes 28, le verset 22. Toujours avec vos proverbes, vos citations bibliques. Oui, c'est très important. On va finir par ouvrir une église ici, il faut TV avec vous. Rassure-toi, c'est moi qui tiendrai la caisse. Là, c'est plus intéressant. Le monde entier. Vous allez lire la Bible, moi je tiendrai la cagnotte. Le monde entier est une église déjà. Ah bon? Beaucoup de gens ne le savent pas. Je vais donc lire Que ça. dit la Bible ce matin? Oui, nous allons dans le Proverbe 28 au verset 22. Un homme envieux a hâte de s'enrichir, et il ne sait pas que la disette viendra sur lui. Donc, en chacun de nous d'être sage, il faut éviter d'être envieux, parce que quel que soit ce que vous ferez, quelle que soit la tricherie que vous ferez, vous pouvez prospérer à un moment donné et accumuler beaucoup de biens, mais l'Éternel se chargera de les raser et vous allez vivre la dureté de la disette. Ça, c'est évident parce que le Seigneur est juste. Entre 10h et 11h52 de lundi à vendredi, vous avez rendez-vous avec votre présentateur, l'homme aux plus de 10 000 débats modérés. Bonjour Parfait ici et merci pour l'accueil. Comment tu vas? Je vais très bien, merci. Toute de jaune vêtue? Oui. C'est la couleur des champions. D'accord, je ne le savais pas. Oui, c'est la couleur des champions. Ah le d'accord, jaune. ok. Et la troisième couleur de notre drapeau en plus. Oui. En fait, il faut marteler que notre drapeau, en lui seul, regroupe toutes les couleurs du piment. Oui. Le piment. Le vert, le rouge et le jaune. Oui, ok. Qu'est-ce qui vous fait rire? Non, mais parce qu'il fallait que je me retrouve d'abord avant de dire oui. Pourquoi quand je dis piment, vous êtes... Parce qu'il y a plusieurs types de piments parfait ici, je ne vous apprends rien. Le mot piment est devenu polysémique au Cameroun. Moi, je me limite au piment qui est un condiment, nous mettons dans la sauce. Vous aimez bien le piment? Oui, j'aime le piment, j'achète régulièrement du piment. Vous achetez? Oui, j'achète du piment. Vous en vendez? Je n'en vends pas. Je n'en vends pas parfait ici. Viviane Andrea. Oui, parfait Que ici. disent les journaux?
Eh bien, parfait. Ici, il faut préciser que la plupart des journaux s'intéressent ce matin aux préparatifs justement des prochaines séances électorales. Certains reviennent également sur des questions économiques et même des questions sociales, sans oublier ces quelques événements également que nous retrouvons dans les journaux. Et nous ouvrons donc sans plus tarder avec Info Matin. Info Matin, le journal de Dieudonné Mveng qui ouvre le débat politique ce matin avec les préparatifs des prochaines échéances électorales. Le journal, le titre, législative et municipale, Amadou Sardaouna au front dans le Nord après plusieurs descentes sur le terrain dans les différents départements de la région. L'émissaire du chef de la délégation permanente, régionale du comité central poursuit sa mission du comité central et poursuit surtout sa mobilisation avec pour objectif de préparer les prochaines batailles électorales. Nous poursuivons donc avec le trait hebdomadaire La Météo de Dieudonné Mveng également qui s'intéresse à la mobilisation politique et cette fois-ci dans le département du Mfundi, le journal s'intéresse aux législatives également et dit que le Mfundi mobilise son état-major. Les responsables locaux préparent déjà les prochaines échéances avec l'ambition de préserver leurs acquis dans ce département stratégique. Et un autre regard vous est proposé sur la scène politique avec Cameroun Tribune que gère Marie-Claire Nana. Le quotidien national pose la question de la ressource humaine au sein des partis politiques. À quelques mois des élections, plusieurs formations lancent des appels à candidature pour trouver des profils capables de porter leurs couleurs et de convaincre les électeurs. Vous pouvez lire plus de précisions en pages 7 et 9. Et nous poursuivons avec le quotidien qui nous déporte dans l'est du Cameroun. Le journal revient sur la mobilisation du RDPC à travers un séminaire régional organisé à Bertois. Les responsables politiques ont été appelés à renforcer les structures de base, encourager les inscriptions sur les listes électorales et préparer les prochaines échéances. Et nous allons changer de registre avec le prochain journal, Le Messager qui analyse donc les mouvements au sein de l'armée. Le journal évoque ce matin le sursis en Trélie et propose donc une réflexion sur les enjeux institutionnels, la confiance et les défis liés aux évolutions dans l'armée. Nous poursuivons avec le journal qui alerte sur la situation des bâtiments à risque à Douala. Nous avons donc justement une grosse peur, comme vous pouvez le lire. Mesdames et messieurs, 31 immeubles auraient été recensés comme présentant des dangers avec des mesures annoncées par les autorités municipales pour éviter de nouveaux drames. Et place maintenant à l'économie avec Eco News qui explique que face aux contraintes économiques mondiales, l'État renforce les critères de sélection des grands projets publics afin de mieux contrôler les coûts. Et nous restons dans l'économie avec le quotidien de l'économie de Thierry Ekouti. Le journal fait le point sur l'endettement de certaines entreprises publiques comme la Sonara, Camerco et même Cantel qui représentent donc plus de 90% d'une enveloppe justement globale estimée à 319,6 milliards de francs CFA. Et une note positive dans ce secteur avec le jour, le quotidien bleu que gère Aman Mana. Le journal annonce une ligne de financement de 32,8 milliards de francs CFA destinée aux PME camerounaises grâce à un partenariat entre African First Bank et la Société islamique pour le développement du secteur privé. Et nous terminons avec les pages santé, jeunesse et sport avec Émergence qui revient sur la situation du choléra dans l'extrême nord avec 800 cas et 25 décès annoncés. L'étudiant annonce pour sa part le lancement des Jeux, des Jeux universitaires 2026 en sport. On est du côté de Ebolova, une compétition qui rassemble les étudiants au cours de plusieurs disciplines. Et pour refermer cette revue de la presse, Info Sport qui nous amène justement à Ebolova avec l'ouverture des FENAJU 2026 marquée par une grande mobilisation populaire et une célébration de la jeunesse universitaire camerounaise. Merci. Voilà tout pour la revue de la presse de ce matin parfait ici. Merci Viviane Andrea pour cette quintessence de l'information parue donc en kiosque au Cameroun. Nous nous disons simplement à demain. À demain, 10h parfait ici. Portez-vous bien. Merci, à vous également. 10h, 11h52, ça se passe ici.
passons le micro à Alain Doc, cette fois-ci pour la dénonciation de ce matin. Oui, parfait, merci bien de me passer la parole. Chers téléspectateurs, vous le savez, c'est la rubrique consacrée à l'épinglement de ce fait de société, de ces choses qui vont de travers, de ces événements qui nous laissent totalement à la renverse. Pour ce matin, nous allons dénoncer une actualité, dirais-je, qui concerne une mauvaise gouvernance sectorielle, celle de l'énergie. C'est un énorme scandale financier, énorme scandale écologique. Nous allons utiliser justement pour illustrer un élément que nous fournira la régie. Puis nous reviendrons pour les commentaires. Parfait. Nous passera la parole pour donner notre avis sur ce que nous allons voir au travers de cet élément-là. D'accord. Le Cameroun se bat contre des délestages chroniques. Le barrage hydroélectrique de Mekine offre le visage d'un naufrage technique et financier sans précédent. Censé injecter 15 mégawatts dans le réseau national, cette infrastructure stratégique située dans la région du Sud s'est littéralement noyée sous ses propres eaux. Un investissement initial de 25 milliards de francs CFA, grimpé à près de 35 milliards, qui n'a toujours pas fourni la moindre étincelle d'énergie attendue. Tout bascule lors des essais de mise en eau de la retenue. Par une omission technique surréaliste, la zone de la cuvette du barrage n'a pas été déforestée avant l'arrivée des eaux. Les arbres et débris submergés ont obstrué les systèmes, provoquant une montée incontrôlée des eaux. Plus grave encore, lors des phases de test, les installations vitales de la centrale ont été submergées par des inondations internes, noyant les pompes de drainage et paralysant définitivement les turbines avant même le début de la production commerciale. Sur le terrain, les conséquences sont dramatiques pour les populations locales. Des villages entiers ont été encerclés par les eaux, des plantations de cacao détruites et des ponts reliant les communautés englouties. Faute d'un plan de recasement et d'indemnisation rigoureux exécuté à temps, les riverains se retrouvent otages d'un fleuve Dja sorti de son lit par la faute de l'homme. Le scandale est aussi comptable. Aux 35 milliards de francs CFA initialement engloutis, s'ajoutent désormais des rallonges budgétaires successives votées en urgence par l'État pour stabiliser le site, réparer le matériel endommagé et restructurer l'entreprise publique de gestion. Alors que le gouvernement tente de réhabiliter le site à coût de milliards supplémentaires, Mekine reste pour l'opinion publique le symbole d'une faillite de planification qui coûte cher aux contribuables. Bien, vous venez de voir l'élément. C'est vrai qu'on aurait bien voulu aller jusqu'au bout. On était déjà secoué dans nos émotions par ce qu'on a entendu et vu On allait jusque-là. jusqu'au bout. Hein. Ok. Alors, la chaîne de télévision, parce que ce sont nos confrères, je pense, Oui, de de NTA. NTA. Donc, nous disons merci à nos confrères de NTA. Ben, j'avoue que je viens de suivre cet élément. Je l'ai Tu suivi souffles hier. fort, diable. Il faut vraiment d'abord bien souffler. Question de retrouver ses esprits. Parce que ce que nous venons de suivre là est catastrophique. Je passe d'abord la parole à Djama fils. Enfin, si tu me prends là, je ne dirais pas de cours, mais c'est tout comme. Parce que je n'avais pas encore fini de respirer fort. Après avoir regardé cet élément qui nous montre là tout un cataclysme écologique et tout un drame presque humain aussi, parce que ce qu'on ne nous dit pas là, c'est on ne peut pas voir ce genre de choses sans avoir des drames humains. Vous voyez quelqu'un qui est carrément sur sa voiture, Oui, perché sur son véhicule. sur son véhicule, et rien ne dit que les eaux n'ont pas connu une autre crue, de sorte qu'il n'a pas été submergé après, parce que là, il était dans l'impossibilité de mettre ses pieds par terre. On voit la crue qui est au niveau des toits des maisons, et c'est totalement dangereux. Mais quand cela ne tienne, je tiens à dire ici que lorsque ce projet était lancé, j'avais fait la connaissance d'un monsieur qui était directeur technique, oui, de ce côté-là, et à l'époque, il était au Minipat. Mais bon, nous, dans l'investigation, il était très courroucé. Je ne pourrais pas donner son origine au Camerounaise. Et il n'était pas d'accord avec ce projet. Il disait que les données étaient totalement faussées. Un Camerounais, les données étaient totalement faussées. Et bien après, ils ont déménagé pour s'installer à Bastos. Et nous l'avons suivi, mon confrère et moi, dont je vais taire le nom ici, pour les problèmes de sécurité. Et ce qui nous avait fait dire à l'époque était terrible, ce qui fait qu'à la fois, je ne suis pas très surpris de ce drame. Je ne suis pas très surpris de ce drame. Mais il a refusé à un moment donné, à la fin, de nous remettre la documentation pour que nous fassions notre travail. Et nous ne pouvions non plus
publier quoi que ce soit parce que nous n'avions pas des éléments. Vous connaissez la contrainte journalistique. Il faut avoir les faits, croiser l'information et tout et tout. Mais et cela m'avait échappé avec le temps qui a passé. Quand je vois cet élément, c'est là où ma mémoire revient. J'ai dit waouh, ça avait dit que ce monsieur il avait raison. Mais je vais vous dire pour la petite histoire qu'il avait été mis de côté parce qu'il avait pensé que l'affaire n'était pas encore en maturité et tout et tout. Mais la conséquence, elle est celle-là. Pour dire quoi? Pour dire que ce n'est pas parce que les gens viennent toujours de Chine qu'ils ont la maîtrise technique de l'ouvrage, ils ont la vision adéquate et parfaite de la chose. Il faut savoir aussi se reposer sur les nôtres qui ont fait de bonnes études ailleurs. Et lorsqu'ils disent ça, ce n'est pas bon pour la gauche, n'allons pas à gauche, ça, c'est pas bon pour la droite, n'allons pas à droite. Voilà ce que ça me rappelle aujourd'hui. C'est dommage, mais nous en sommes là. Et dire que les nôtres ne font pas du rendement là-dessus, c'est tout dire, c'est tout dire. Et je pense qu'il faut changer de mentalité. Il faut que nous apprenions à être honnêtes. Parce que la compétence consiste à l'honnêteté. C'est très important. Mais ça, c'est l'incompétence. J'avoue que je ne travaille pas en secret parce qu'Alain et moi, habituellement, on travaille d'abord ensemble. Il m'a envoyé cette vidéo vers 23h30 cette nuit. Je l'ai suivi 8 fois. Je voulais bien suivre. Mais le métier qui est le nôtre, on dit que le confrère est une source. Donc c'est une source, donc c'est une chaîne de télévision NTA. Et je prends donc cela au sérieux. Parce que je me suis d'abord dit que ce n'est pas possible. Si c'était sur Facebook, j'allais dire que non, ce sont les histoires de Facebook. Bon, c'est une chaîne de télévision qui a fait ce reportage. Et chez nous, le confrère est une source. Jacques Bagnoloc, cela se passe à Mekine, c'est un barrage hydroélectrique. Nous sommes donc au Cameroun, rassurez-vous, ce n'est pas au Bangladesh. Mais pourquoi n'avons-nous pas communiqué sur un tel scandale? Pourquoi n'avons-nous pas tiré les leçons et surtout établir les responsabilités? Oui, vous posez la question fondamentale, mais on ne pouvait pas le faire parce que ceux qui sont à l'origine de cette catastrophe-là ne veulent même pas qu'on en parle. Donc, je remercie déjà Alain Douk et toute l'équipe qui a concouru à ce qu'on puisse avoir cette dénonciation-là. Parce que c'est ça également le rôle de la télévision. Hein. Au-delà de tout, elle doit former, elle doit informer, elle doit aussi de temps en temps tirer la sonnette d'alarme. Mais je vois que là, j'ai même failli dire qu'on n'est même plus au niveau de tirer la sonnette d'alarme parce que ce que je vois là est très grave. Donc, ceux qui sont à l'origine de ça ne pouvaient même pas communiquer. Au contraire, ils vont travailler de telle sorte qu'on ne puisse même pas avoir de telles informations. Non, c'est une incompétence criarde. Et quand je vois ce genre d'image, ça fait froid au dos. Ce qui m'a fait sourire, quand je dis sourire, mettez ça entre guillemets, dans cette affaire bizarre, c'est que on parle de 35 milliards. Parfait. On parle de 35 milliards. Ce n'est pas 35 millions. De 35 millions, d'abord, c'est petit. Voilà, 35 milliards. Et on vous dit dans l'élément que on est encore en train de demander, cela demande encore une rallonge budgétaire. Il faut dire en français facile qu'il faut encore donner l'argent. Voilà, donc, pour ma grand-mère qui est là-bas à Omeng, dans l'arrondissement de Ndom, ils sont en train de dire qu'ils veulent encore l'argent. Or, ils sont incapables de nous dire qu'avec les 35 milliards, voilà ce qu'on a fait. C'est du jamais vu. Vous prenez 35 milliards, qu'est-ce que vous avez fait de ça? Mais là, vous dites que non, il vous faut encore. Et c'est comme ça que nos administrations, parfois, travaillent parfois ici. Mais la question fondamentale, à qui la faute? Qui doit donc assumer la responsabilité de Mekine là? Et c'est dans la région du Sud. Ah, d'accord. C'est dans la région du Sud. La région du chef de l'État. Comment est-ce qu'on peut s'amuser avec un projet aussi important? Il n'est même pas au courant de ça. Bon, je ne sais pas. Peut-être qu'il n'est pas... au courant quand même. Non, lui, il bien des choses. Non, peut-être qu'il n'est pas au courant, peut-être qu'il est au courant, moi j'en sais rien, mais je note quand même que pour quelque chose d'aussi grave, il doit y avoir des notes d'information qui remontent au niveau du palais. Sauf si ça remonte, elle n'arrive pas. Non, parfait. Les institutions ne valent que ce que valent les hommes qui sont chargés de les manager, de les animer. Donc, si on a des catastrophes comme celle-ci, des cataclysmes, j'utilise l'expression de N'Djamena, c'est que ceux à qui on a confié ce projet-là n'ont pas la compétence requise. Ça pose donc le problème, de façon générale, des missions régaliennes qu'on confie à des personnes qui n'ont ni aptitude, ni qualité
pour faire ce genre de travaux. Et quand j'entends qu'on allait prendre la main d'œuvre à l'extérieur, mais je voudrais aussi dire à Ndjama qu'il y a des Camerounais également qui ont travaillé là-bas. Ce ne sont pas seulement des gens qui sont venus de, je ne sais pas, de votre pays, comme vous avez cité là, c'est quoi? La Chine. Ah, la Chine. Donc, c'est pas forcément les Chinois. Il y a des Camerounais qui ont travaillé dans ce projet. Parfait, tout ceci me pose juste à penser une seule chose. Vous savez laquelle? Non. C'est que je dis simplement au président de la République que, monsieur le président, il faut remanier. Vous-même, vous avez annoncé ça dans votre discours du 31 décembre de l'année dernière. Vous l'avez encore annoncé lors du discours à la jeunesse du 10 février, que vous allez remanier le gouvernement. Et que même au niveau des sociétés d'État, on va faire un nettoyage parce qu'il s'agit du mandat des jeunes et des femmes. Je suis convaincu de ce que parfait. Il y a des jeunes ingénieurs sortis de nos écoles ici qui peuvent faire ce travail-là, mais ils sont au quartier. On ne leur donne même pas la possibilité de travailler. Donc tout ceci est la preuve de ce que la machine gouvernementale, à certains niveaux, est effectivement grippée. Seul un remaniement peut nous permettre de mettre ce genre de choses loin de nous et de tirer les responsabilités. Mais les responsables, on les connaît. Les responsables sont connus, il ne faut pas faire la magie. Oui, mais il suffit de savoir les qui ont géré le projet. Mais comme l'écart est devenu la norme, comme disait le prof de regretter mémoire. Voilà, donc allons seulement. Docteur Alexandre Essomba, je ne sais pas si les gens qui ont piloté ce projet sont du RDPC, mais je vais vérifier. Mais là n'est pas le problème. Toujours est-il que c'est un scandale, docteur. On vous parle d'un investissement de 35 milliards maintenant qui a englouti dans l'eau. Vous avez vu cette eau-là devant vous. Et on vous dit que non, il faut encore ajouter de l'argent. Entre-temps, les cacahuètes ont été emportés, des maisons ont été dévastées, les machines ont été englouties dans l'eau. Attends, est-ce que ce n'est pas ce que Jam appelait tout à l'heure l'incompétence criarde? Oui, je dirais que j'ai failli bondir de ma chaise quand j'ai suivi avec vous ce reportage qui fait mal. En fait, nous avons dans ce pays des pratiques qui ne sont pas à féliciter. Quand on fait un investissement d'une telle ampleur, 25 millions au départ. Milliards. 35. Non, c'est 25 milliards au départ. Au départ, oui. Pour 35 par la suite. Je pense qu'il faut une expertise de très haut niveau. Ouais. Et il faut même à la limite la diversifier. Ouais. On ne peut pas se contenter de dire, bon, si un pays X, c'est pas parce que c'est une expertise étrangère, même si c'est un grand pays, il faudrait peut-être aussi aller dans un pays B, si on est parti d'un pays A, si on a commencé avec un pays A, pourquoi pas un pays B, pourquoi pas une autre expertise d'un pays C. Et maintenant, confronter ces différentes expertises au point de les maturer. Alors, le mieux disant en termes de choix pour mener une activité d'une telle importance, le mieux disant n'est pas seulement en termes de coûts financiers, le mieux disant c'est également en termes d'expertise technique. Voilà que le Cameroun est en train de reculer. Nous avons beau créer des structures nouvelles pour gérer les questions d'électricité dans notre pays, mais si les sources d'électricité ne sont pas fiables, des investissements colossaux ont été engagés, mais on n'a pas l'énergie sollicitée, l'énergie voulue pour que l'économie camerounaise puisse décoller. Alors, il faudrait que les responsabilités soient dégagées, mais j'ai suivi tantôt que le chef d'État n'est pas au courant. Je pense qu'il est. Ce sont ses collaborateurs qui ont toujours trahi cette confiance du chef de l'État. Lui, il a une vision, il a une pensée, il a une orientation. Il faut de l'énergie en quantité. Il faut une énergie en qualité pour que l'économie camerounaise soit boostée. Voilà que des collaborateurs, peut-être moyennant des bakchiches, je ne sais pas, peut-être parce que l'expertise n'est pas suffisamment prouvée, maturée, on livre le Cameroun, on gère le Cameroun comme si c'était, j'ai suivi cette expression quelque part, comme si c'était un 2-0. Non, c'est pas possible. C'est pas possible. Il faut des gens sérieux.
Mais tout esprit valide, Il y a tout même esprit certains raisonnable. 2-0 Qui sont bien organisés. Je ne sais pas. Mais au 2-0, on n'a pas besoin de performance, on n'a pas besoin de résultats. On joue au petit trou, on va à son petit rythme. L'essentiel, c'est de terminer. On peut même faire 5 minutes, se reposer. Voilà, on peut se après, on reposer, encore. on peut revenir au stade. Nous ne sommes pas dans un 2-0. C'est pas sérieux. Ça ne va pas. Et pour ma modeste appréciation, c'est la déception. Et nous pensons que les responsabilités doivent être engagées. Et les coupables, je ne sais pas quoi faire, mais interpeller, peut-être, il faut qu'ils disent quand même, qu'ils répondent de ce genre d'impéritie et de ce genre de manquement. Durant Aymar Tigué, est-ce qu'il n'est pas temps que nous quittions un peu à nos pleurs? On dit que tous les matins nous venons pleurer ici, hein, Info TV, on pleure, on dit ouais, le Cameroun a traversé les remèdes, Kia, on va faire comment? Ainsi. Est-ce qu'il ne faudrait pas que nous montions d'un cran? Ça veut dire quoi? Que nous passions des pleurs à la sanction sévère. C'est-à-dire que ces vampires, ces sorciers qui ont fait ce travail, on les interpelle, on les montre à la télé. Si la CIA ne veut pas les montrer, on contacte Info TV. Nous allons les montrer. Et on dit, voilà les gens qui nous ont volé 35 milliards et qui ont englouti des cacaoyers, et ainsi de suite. Probablement même certaines personnes sont mortes. On vous dit donc, bon voilà le sort qui leur sera réservé. Est-ce qu'il n'est pas temps dans ce pays, Durand, que nous passions à des responsabilités? Ok, merci, Monsieur Parfait. Je vais vous surprendre parce que je vais vous dire que pour changer un phénomène social, c'est l'état d'esprit qu'il faut changer premièrement. Parce que vous allez voir, si vous vous concentrez, par exemple, nous voulons détruire la corruption dans notre pays. Oui. Mais si vous vous concentrez sur la corruption et les corrupteurs, vous attirez davantage la corruption dans votre pays. Ah bon? Ah oui. C'est pourquoi vous avez Mère Thérèse qui disait que si vous voulez que je vienne marcher, par exemple, pour les terroristes ou alors pour les anti-tels, elle refuse. Elle préfère devenir marcher. C'est un mouvement pour la paix, alors elle s'aligne. Parce que quand vous concentrez votre pensée en fait dégage de l'énergie. Maintenant, quand vous mettez votre pensée sur un fléau que vous n'aimez pas, ce fléau va davantage se généraliser et ça va davantage s'empirer. Vous allez voir, si vous essayez de faire une introspection de tout ce qui se passe en société depuis qu'on a créé, par exemple, la CONAC, anticorruption et tout ça là, mais c'est comme si ces phénomènes étaient en train de se multiplier, parce qu'on on doit se concentrer. Attends d'abord, parce que vous dites des choses à la fois graves et pertinentes, et ainsi de suite. Donc ce qu'on doit faire, nous ne parlons plus de la corruption, nous ne parlons plus des corrupteurs, on bannit la NIF, on bannit le contrôle supplémentaire. On ne bannit pas, mais il faut se concentrer sur le genre de société qu'on aimerait avoir. Bon, maintenant, attends. Nous allons... Attends d'abord. Oui. Moi, je suis pratiqué. Bien sûr. Nous avons dans un cas là, 35 milliards en fumée, avec des conséquences que nous avons vues au niveau de la télévision. Pour appliquer ta théorie, que faisons-nous? Pour appliquer la théorie, il y a des institutions qui sont chargées de régler ce genre de problème. Oui. C'est qu'on donne la responsabilité à ces institutions, par exemple la justice, de régler la situation. Maintenant, nous, ce que nous émettons comme intention, c'est de voir un Cameroun meilleur, loin de tout ça. Parce que la pensée, comme nous sommes là, quand vous avez, j'ai une pensée, vous avez une pensée, monsieur Alon a une pensée, l'autre une pensée, ainsi de suite. La pensée collective pour modifier l'environnement social. Donc, si vous êtes toujours en train de penser, par exemple, qu'il y a trop de corruption, ils ont trop volé, ils ont tout fait comme ça, vous allez d'abord être dans des sentiments de peur, de frustration, de colère. Et ça va dégrader l'environnement social. Ça, c'est très fort. Donc, les gens qui ont volé nos milliards, là, il ne faudrait plus qu'on pense à eux. Non, c'est que on doit régler, c'est qu'il y a des institutions qui sont censées gérer ces affaires. Maintenant, nous, l'intention que nous devons émettre, c'est de voir un Cameroun qui est prospère, où les hommes sont honnêtes, où les gens font des choses bien, les gens font réalisent des projets normalement, qui font des choses comme les choses doivent être faites. Okay. Et de manière normale, la société va s'arranger. Mais si nous nous concentrons toujours
sur ce qui ne va pas, alors les choses qui ne vont pas vont toujours s'empirer. Parfait, si tu permets, je note que, rapidement, je note que monsieur le maire n'est pas le seul philosophe sur le plateau. Parce que j'entends quand même des choses extraordinaires de mon ami Emma Tigé. Non, en réalité, Emma, on est obligé d'en parler parce que il s'agit du devenir, de l'avenir d'une nation qui est en train de couler. Parce que des individus ont eu des responsabilités et n'ont pas pu mener à bien les missions qui leur ont été assignées. Nous demander de ne pas en parler au motif que plus on en parle, plus ça dégrade l'environnement social, parce que Socrate pensait que si l'homme... Non, que la justice, ce qu'elle dit, c'est que la justice s'occupe de ça. Vous voyez, que la justice s'occupe de ça. C'est ce qu'on fait là. On demande donc à la justice de s'occuper de ça. Voilà. Pour que la justice s'occupe de ça, il faudrait qu'on dénonce cela. Si on ne dénonce même pas, parce que ce qui est grave, parfait, dans notre pays, si vous fermez même la bouche, si vous commencez à fermer la bouche sur un ensemble de fléaux sociaux, au motif que plus on en parle, plus ce sera très grave. Parce que vous voyez même ce qui se passe avec ces affaires. Ça, c'est la pensée populaire. Bref. Ça, c'est la pensée populaire. C'est justement pour ça que ça perdure. Il va encore apporter un élément là. Non, il va aller dans un sens là. Il ne faut pas en parler. Joseph Marie. Là n'est pas la problématique. Je voudrais attirer l'attention de mon frère pour qu'il le comprenne bien en réalité ce que M. Durand voudrait dire. La problématique ici, c'est quoi? Quand vous regardez le DSCE, vous regardez la SND30, vous allez vous rendre compte que nous avons fauté sur un phénomène. Juste la paperasse. Sur un axe majeur, on n'a rien concentré sur l'homme. Et nous avions déjà pensé à une époque que le Camerounais était malade et que le développement ne peut venir que de l'homme, le changement ne peut venir que de l'homme, par la transformation de l'homme. Ce qu'il voudrait dire, c'est quoi? C'est que nous devons mettre un accent sur l'éducation de l'homme et sur les modules pouvant transformer le Camerounais. C'est ça, ça n'a pas été pris en compte. On a mis l'accent sur le matérialisme. Vous comprenez un peu, je parle là de la philosophie de ceux que M. le maire connaît très bien, les experts du matérialisme. Or, l'homme n'est pas seulement entité matérielle. L'homme est d'abord psychologique. C'est ça le fait majeur. Or, nous sommes tous conscients que les Camerounais sont malades. Quand vous allez voir, quand le président Biya était Premier ministre dans les années 72, il combattait déjà la corruption. Il est devenu président en 82. Il continue à combattre la corruption. Le voilà qui est déjà grabataire. Il continue à combattre la corruption ne peut pas disparaître. Parce qu'on n'a pas mis l'accent sur le Camerounais, sur l'éducation du Camerounais, pour voir comment on peut transformer le Camerounais. C'est ça le problème majeur. J'ai parlé tout à l'heure de l'incompétence des gens. Or, je n'ai pas parlé de la qualification. Parce que le monsieur dont j'ai parlé est un homme qualifié. Mais j'ai parlé de l'incompétence. Les compétences n'est pas l'absence de qualification. C'est le refus de faire ce que l'on sait faire pour beaucoup de raisons. Je tiens à faire cette précision-là. Vous comprenez? Très bien. Et aujourd'hui, nous sommes dans ce genre de cas. Tant que nous n'allons pas nous transformer, nous n'allons pas diriger nos regards vers des lendemains meilleurs, vers des visions meilleures, capables de transformer nos enfants, il n'y a rien à attendre. Et comme il est enseignant, docteur enseignant, je crois que vous comprenez qu'une société où la décrépitude de l'enseignant, où on relègue l'enseignant au dernier rang de la société, il n'y a rien à espérer. Moi, je suis étonné quand je regarde les Camerounais. Moi, j'ai peur de notre société. Parce que quand je regarde l'échelle de la pyramide, on a mis l'enseignant au plus bas de l'échelle de la pyramide. Je n'espère rien au fond. Parce qu'il faut qu'on soit évident. Tu ne peux pas prendre la machette et couper tous les arbres de la forêt en espérant que les arbres vont pousser. Non. Il faut qu'on se le dise. C'est compris. Alain, donc, vous allez donc commenter votre dénonciation. Nous insistons que c'est une dénonciation. Les faits sont catastrophiques. Mais sur ce plateau, d'autres nous attirent notre attention en disant que non, ne nous appesantissons pas sur les faits. Allons au niveau de la pensée, cherchons plutôt à travailler le Camerounais, ainsi de suite, ainsi de suite. Non, ça c'est des faux fuyants. Il faut qu'on soit sérieux. Même la philosophie a sa dimension pragmatique. Hein? On le sait tous. Et là, c'est vrai quand même, parce qu'il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain, n'est-ce pas? Il y a quelque chose de bon dans ce qu'il a dit. Il faut réformer les esprits. J'ai par exemple écrit un ouvrage à Jean. À votre avis, c'est pourquoi?
Vous pensez que les gens, on est si corrompus, pourquoi? Parce que, comme parfait, tu le dis souvent, c'est des gens ont fini par intégrer qui ont un prix à tout, même sur la banque, ils sont achetés. Qu'est-ce que vous voulez alors? Donc, il faut aller les reprogrammer. Mais vous voyez même l'ouvrage en question, est-ce que ça fait écho? Et vous pensez qu'on va reprogrammer les gens comment? Toi, Diamant, tu es mon aîné, mais je te le dis. Tu dis une chose et son contraire. Tu dis, le président combat la corruption. Mais comment tu peux combattre la corruption et tu ne vas pas chercher à la combattre dans l'esprit des gens? Parce que je constate que dans l'esprit des gens, c'est un échec. Ouais. Pourquoi on en est toujours là? Bon, et puis, dans la mécanique même du combat même de cette corruption-là, est-ce qu'on laisse vraiment les entités qu'on a créées faire effectivement leur travail? Pourquoi on ne donne pas des prérogatives de coercition? De coercition, par exemple, à la CONAC. Hein? La CONAC, par exemple, sur le cas d'espèces que nous sommes en train de traiter, dans son rapport 2027-2026, a préféré un tout petit peu se taire. Saluons un certain monsieur appelé Biamoto. C'était jusqu'à au moins 2024, celui qui était le directeur de ce barrage de Mékin. Il n'est plus. Oh, je ne sais pas, va savoir. Au moins, je dis jusqu'à 2024, c'était lui, il s'appelle Bia Moto. Donc, faites nos parallèles. Bon. Pas forcément le. Non, je dis, vous allez comprendre pourquoi je fais ça. Vous allez comprendre pourquoi il y a Bia dans son nom. Il y a Bia dans son nom. Mais pourquoi vous insistez qu'il y ait Bia? Non, j'en viens. Quand tu demandes de faire le parallèle, il y a un problème. Moi, je connais des billets qui n'ont rien à voir avec. C'est mon temps de parole. Vous ne voulez même pas que je vous explique pourquoi j'ai fait ce jeu. Comment? Ce jeu non, il faut se calmer. Je n'ai pas interféré dans votre temps de parole. Je peux peut-être équivoquer, mais c'est la gêne. Mais monsieur le modérateur, je parle pas. Non, il y a pourquoi? Docteur Esoma a un problème avec l'emphase que vous mettez sur le nom Bia. Ok. Autant il peut s'appeler Bia, et moi j'ai eu un voilà. Monsieur le maire, je retire. Est-ce que c'est Bia? Voilà. Bia n'a rien à voir avec ce Bia. Je retire. Monsieur le maire, je retire. C'est un digne fils de Nyon Ekele. Voilà. Moi, je pense maintenant, on me remet la parole. C'est compris, allez-y, allez. Ok. Il semble que c'est dans les faits, c'est un projet qui se voulait un projet symbolique parfait. C'est-à-dire que, bon, il était question de rattacher l'infrastructure en question avec le réseau interconnecté sud. Voilà. Bon, sur le plan symbolique, il fallait éclairer Mvomeka, le village du président de la République et d'autres localités. Environnantes. Voilà, environnantes. C'était ça l'enjeu. 15 mégawatts, ça devait être ça la puissance du barrage. Aujourd'hui, on en est à 11 quelque chose, non fonctionnel. On était supposé réceptionner l'infrastructure en 2015. Mais ce n'est qu'en 2019 qu'on a eu la première mise en service qui, quelques semaines après, a donné ce que nous avons vu en image. Vous savez, beaucoup de confrères ont écrit dessus. Et ce n'est même pas le seul cas d'espèce. On a écrit dessus, mais vous savez qu'on écrit dans ce pays, je sais pas. C'est comme si parfois ça donne l'impression de passer inaperçu. Il faut des images chocs. C'est pour ça qu'on est revenu avec l'élément parfait. Donc, 2019, mise en eau, un barrage hydroélectrique, c'est supposé fonctionner dans l'eau et non être submergé, noyé, inondé par l'eau. Voilà où on en est. Donc, l'entreprise chinoise CNEEC a fait ses preuves ailleurs et ça a bien marché. Elle-même très réputée, très cotée pour ce genre de travaux. Pourquoi ça fait flop chez nous? Il semble donc que ça fait flop chez nous parce que nous sommes des gens du flop. Expliquez pourquoi ça fait... Mais on ne sait pas maturer les projets. Ça s'apparente même à une espèce de sabotage. Quand on prend sur le plan symbolique le fait que c'était supposé être une infrastructure pour éclairer la localité natale du président, ça peut aussi s'apparenter à une espèce de sabotage. Mais ça, Yamdjing appelle ça le complot scientifique. Bien sûr, écoute, attends un peu. On se dit quand même que si c'est chez le chef de l'État, chacun devrait être précautionneux et faire la tâche, l'ouvrage avec le plus de circonspection, le plus d'engagement possible, mais on voit que c'est totalement le contraire. C'est la preuve de ce que certains n'ont même plus peur du chef. Oui. Qu'est-ce que j'en sais? Tire toi-même les conclusions parfaites, mais c'est un désastre écologique. Les indemnisations se font là en monnaie de singe, les populations, vous imaginez tout ce qu'elles ont perdu, elles sont là aux abois, les catastrophes sur l'écosystème.
Vous imaginez? Notre argent, certains confrères ont écrit que nous n'en sommes pas à 30 milliards, les amis. Ou 35 milliards, c'est un euphémisme. C'est au rabais, ça. Certains, parmi nos confrères, ont dit qu'on serait à 100 milliards. Vous vous rendez compte? Un surcoût de 75 milliards. Il faut que les gens rendent gorge. Il faut que les gens répondent de ce qu'ils font. Merci. Lisons rapidement ces nombreuses contributions qui nous viennent à travers le monde. Bonjour Perfecto et ton riche panel. Merci beaucoup à Alain Douc pour la dénonciation. Je suis à 2 kilomètres du dit site. Suivez bien ce que le monsieur va nous dire. C'est la vraie magie. Pendant les pluies, mon grand-père a perdu son champ de cacao de 3 hectares. Plus de 30 porcs et porcelets morts. Poulailler détruit. Quand tu vas te plaindre, on te dit d'aller voir le préfet et le monsieur n'est jamais disponible depuis plus de 2 ans. Nous, on a donné à Dieu. Si Olembe qui est à côté de la présidence, le chef ne gère pas. Combien de fois, nous du Sud, que Dieu nous garde. C'est un bolo, un tui de Bia Mekin. Un message qui donne encore froid d'eau. 3 hectares de cacao en fumée. 30 porcs et porcelets. Sans oublier les poulaillers. Des petites gens. Bonjour à tout le panel. Cette catastrophe était prévisible dans la mesure où, à mon humble avis, le projet d'étude de construction du barrage de Mekin n'a pas été maturé. Et l'entreprise chargée de la construction de ce barrage n'a pas respecté toutes les procédures pour assurer la qualité des travaux et assurer le bon fonctionnement des installations ainsi que la pérennité de cet ouvrage d'envergure. Pouvez-vous imaginer que le contrôle du matériel et la vérification du bon fonctionnement de certains équipements destinés à la construction de ce barrage ont été effectués à la fin des travaux? Incroyable. Ce type d'ouvrage est assuré. Je souhaite que la justice prenne ses responsabilités afin que les responsabilités soient établies et que les dommages soient réparés. Enfin, tout ceci émane de la corruption et de la mauvaise mentalité de certains Camerounais. Un autre message ce matin. Bonjour cher René, je fais comment pour vous rencontrer? Ils sont de parler des choses sérieuses de la République. Mais peut-être il veut vous rencontrer pour vous parler aussi des choses sérieuses. Non, il fallait donc qu'il donne un détail. Parce que quelqu'un veut seulement me rencontrer peut-être pour qu'on aille manger les soya à la brique. Ce n'est pas important. Oh, l'heure est grave. Parfait, très courroucé. Moi, je suis très sérieux. Qu'il vienne à Info TV. Voilà. On vous a donné la réponse. Voilà. Alors, il y a un Camerounais qui est au plus 33, c'est de la France. Qu'est-ce qu'il dit? Bonjour, parfait ici. Le phénomène de corruption que vit le Cameroun est la responsabilité du chef de l'État qui choisit les dossiers en fonction des personnes. Souvenez-vous du problème de la SNH avec le feu directeur qui disait « La seule personne à qui je rencontre, c'est le chef de l'État. Les dossiers traités par la Cour des comptes sont à quel niveau? Prions pour le Cameroun. Bonne émission. C'est l'aube depuis Nice. » Ah, toi tu as bien fait, hein? Tu es du côté de Nice. Ah, nous sommes encore à Yaoundé. On fait comment? Bonjour grand perfecto, il y a tout un riche panel. La réalité sur les projets réalisés par notre pays est que ceux-ci sont adossés sur les entreprises publiques, alors que ces entreprises n'ont pas l'expertise adéquate. Les mentalités des Camerounais doivent changer et je suis d'accord avec le panéliste qui parle d'éducation des mentalités. Donc il est d'accord avec Durand. Un autre message ce matin. Bonjour, espace miné. Emmanuel depuis Damas. Le véritable problème, c'est le manque de l'éveil de conscience patriotique pour les gens qui nous dirigent et le système de l'impunité. Je vous amène au plus 49, c'est un message qui nous vient de l'Allemagne. Bonjour au plateau, Monsieur Durand s'est pourtant bien présenté au début de l'émission, mais face à une telle catastrophe, il nous parle encore de santé émotionnelle et de pensée. Il nous laisse vraiment un peu... Merci Kenzo. Donc, face à cette catastrophe, quand vous avez la pensée là, on te regarde bizarrement. Bonjour le panel. Concernant l'échec du barrage de Mekin, amène de l'incompétence des dirigeants de ce projet, mais ce qui est mauvais, c'est qu'ils sont toujours en poste depuis 2011, et qui est l'année de la création de ce projet, donc 15 ans déjà. C'est Paterna qui envoie cette corruption, cette... C'est ce que Durand disait. Qui envoie le corps.
Bonjour, parfait ici. La problématique relative au barrage de Mekine révèle un échec technique, socio-économique, financier et environnemental. Pour avoir été réquisitionné par l'État du Cameroun pour d'autres audits, je suis à nouveau disponible pour un audit judiciaire. C'est le seul moyen de faire une estimation des conséquences, établir les responsabilités et faire des recommandations pour corriger cordialement. C'est Stéphane Djomo Tchewo, expert ad hoc près le TCS. Ah, le TCS. Pour ceux qui sont au Bangladesh, c'est le tribunal criminel spécial. Mais il y a l'article 18 au niveau du TCS qui dit ceci. Si le corps du délit est remboursé, la personne peut être libérée. Vous voyez un peu. Vous voyez un peu, c'est aussi j'ai volé 10 milliards. Et quand en réalité, on nous a mis là-bas pour 5 milliards. Je rembourse les 5 milliards et perfect roll carrosse. Ouais, perfect roll carrosse. J'ai même vu un ami au village qui me dit, bah, parfait, faisons un peu un calcul. Si je vole 10 milliards, on me met en prison pour 5 ans. Quand je ressors, est-ce que mes 10 milliards ont changé? Je lui ai dit que je m'en vais boire un vin de Paris. À tout de suite pour la suite. Le Makuma, bonjour. Bonjour, perfecto. Comment tu vas? Je me porte bien, mais pas comme la localité de Mekine. De toutes les façons, avec toi, nous parlons de ceux qui souffrent. Hein. Ouais. Il faut être en bonne santé pour suivre également convenablement une émission comme celle-ci. Alors, quoi de neuf ce matin? Ce matin, nous parlons encore des produits de chez Plante de Vie, à savoir le produit LK Top Cleaner. Ce produit qui, à la base, avait été conçu et réfléchi pour les hommes qui ont des problèmes de troubles érectiles, les problèmes de faiblesse sexuelle. Mais on s'est dit, c'est presque tous les naturopathes ou les hérbalistes qui proposent ces produits-là déjà, c'est-à-dire que les produits de résistance au lait, les produits d'être performants au lait. Mais on a dit qu'est-ce qui pouvait donc différencier le produit LK Top Cleaner aux autres produits. Nous avons donc poussé la recherche et aujourd'hui ce produit il se présente et il se consomme pour tout le monde, c'est-à-dire on ne le prend pas parce qu'on est malade, on le prend parce qu'on ne voudrait pas être malade, on le prend pour renforcer le système immunitaire, on le prend pour renforcer les os, on le prend pour nettoyer le sang, on le prend pour oxygéner le cerveau et même des personnes qui ronflent pendant le sommeil, on leur demande de prendre le produit LK Top Cleaner. Parce qu'il a ceci de particulier, c'est qu'il va nettoyer le pancréas, il va revivifier même le pancréas pour des personnes là qui sont souvent déclarées diabétiques, entre guillemets. Alors le produit LK Top Cleaner, comme je l'ai dit, on ne le prend pas parce qu'on est malade, on le prend parce qu'on ne voudrait pas être malade. Il prévient de plusieurs maladies à la fois, du palu dans le sang, de la typhoïde, de la jaunisse et même des personnes qui sont souvent prédisposées à être victimes des hépatites. Alors le produit LK Top Cleaner vient donc vous mettre à l'abri de ces différentes maladies-là. Comme je l'ai dit, à la base, il est conçu pour les problèmes de troubles érectiles, les problèmes de faiblesse sexuelle et éjaculation précoce. Mais aujourd'hui, il joue plusieurs autres rôles
à la fois. Parce qu'il n'est pas toujours bon que lorsqu'on a fini d'avoir un rapport sexuel, qu'on se sente hyper épuisé, qu'on se sente hyper fatigué, avec le cœur qui bat à un rythme très élevé. Le produit L4 vient donc vous donner l'énergie qu'il vous faut, que ce soit chez l'homme comme chez la femme, pour des problèmes de fatigue générale, pour des problèmes même parfois d'étourdissement, pour des problèmes parfois même d'essoufflement. Le produit L4 est le produit indiqué pour vous désormais. Les Makoma sortons par ce produit très demandé parce qu'il est un succès. Ouais. Le Open Sex. Oui, le produit Open Sex, c'est ce produit-là qu'on ne présente plus. Ce produit-là qui permet d'augmenter la taille et le volume de l'appareil génital. Ce produit-là qui vient redonner confiance aux messieurs-là qui sont souvent tristes, qui sont souvent renfermés en eux. Alors le produit Open Sex, c'est ce produit-là qui, comme je l'ai dit, qui permet d'augmenter de manière naturelle l'appareil génital de l'homme. Quel qu'en soit l'âge que vous avez 50, 60, 90 ans, et que vous estimez que la taille que vous avez n'est pas selon votre convenance, vous vous dirigez simplement du côté de chez Plante de Vie. Nous avons pour ce cas 3 formats. Il y a le grand format qui augmente entre 4 et 6 centimes d'augmentation. Il y a le moyen format qui augmente entre 2 et 4 centimes d'augmentation. Et il y a le petit format qui augmente entre 1 et 2 centimes d'augmentation. Une fois que je l'ai dit, j'ai dit aux parents, chers parents, évitez de pratiquer la circoncision précoce et évitez aussi de faire porter des caleçons trop serrés à vos enfants à la maison. Yaoundé, nous sommes situés au quartier Nkondongo, Carrefour, Iptek, à l'immeuble Baiga Center, face maison du parti ou maison de la femme. Là, nous sommes situés à la Cité des Palmiers. Derrière le lycée de la Cité des Palmiers, vous allez voir la plaque Plante de Vie. Et nous sommes aussi à Aquanor, ancien hôtel Madiba, c'est-à-dire entre la pharmacie d'Aquanor et l'ancien hôtel Madiba. Nous sommes à l'église Salem. Nous sommes à l'enceinte même de l'église Salem. Merci Le Makoma pour toutes ces informations concernant notre santé. Nous nous disons à très prochainement. Merci beaucoup, Parfait. Une touche pause s'impose, parce qu'elle s'impose d'ailleurs. En ouverture ce matin, parce que nous sommes mercredi, vous le savez, les mercredis nous parlons de la diaspora, et ce matin une interrogation au regard de la situation politique du pays. Avez-vous l'impression que la diaspora a un mot à dire? Que pense la diaspora de la situation actuelle du pays et que peut faire cette diaspora? Nous aurons tout à l'heure au téléphone un Camerounais vivant du côté des États-Unis. Il s'agit du docteur Samuel Ndormo. Il est justement le président exécutif du Haut Conseil de la diaspora. Il est par ailleurs ambassadeur de la paix de la diaspora, vice-président de la commission diaspora lors du grand dialogue national. Nous l'avons donc dit, nous l'aurons tout à l'heure au téléphone pour qu'il dise ce que pensent et ce que peuvent faire ces nombreux Camerounais vivant à l'étranger, Camerounais de la diaspora. Mais en attendant, nous allons lancer le débat en studio. Je commence par le docteur Alexandre Essomba. Docteur, ils sont nombreux qui pensent que la situation politique au Cameroun est de plus en plus critique, elle est de plus en plus compliquée. Avez-vous l'impression que face à cette situation politique dans notre pays, ces Camerounais qui sont à l'étranger ont leur mot à dire? Que peut la diaspora et que pense cette diaspora? Oui, cette dispersion des Camerounais à travers le monde est une dispersion, une représentation importante parce qu'ils sont très nombreux, les Camerounais qui sont à l'extérieur. Alors, c'est une diaspora également qui, à mon sens, à mon humble avis, qui évolue à deux vitesses. Il y a une diaspora que j'estime patriote qui
essaie de soutenir les actions nationales, l'État, ce que l'État fait. Et je pense que c'est une diaspora très positive. Par contre, il y a une autre diaspora un peu va-t-en-guerre, contestataire à souhait, mais qui pense qu'à un moment donné, il faut peut-être chahuter. C'est un euphémisme, peut-être aller même plus loin. Lorsque les personnalités de notre pays vont peut-être en Europe, peut-être ailleurs, et que ces personnalités peuvent être la chasse de ces hooligans, entre guillemets. Ça fait les hooligans. Entre guillemets. Je pense que la diaspora camerounaise est très qualitative pour être positif. La diaspora camerounaise, nous avons là des médecins, nous avons là des ingénieurs, des architectes, des avocats, des enseignants et tout quanti. C'est donc une diaspora qui, en plus, travaille d'arrache-pied parce qu'on ne peut pas se retrouver hors du Cameroun pour l'aventure, pour aller se retourner les pouces. C'est une diaspora qui travaille et qui, sur le plan économique, est très, très, très utile pour le Cameroun parce que les statistiques parlent pratiquement de plus de 500 millions d'argent qui rentrent dans le pays et que cette diaspora apporte. Et je crois que c'est tout bénéfique pour notre tissu économique, pour les ménages qui en bénéficient. C'est donc une diaspora qui a une expertise. On a parlé des technocrates, on a parlé des ingénieurs, on a parlé des enseignants. Elle peut énormément pour le Cameroun. Elle a besoin d'être encadrée. Et je pense que le lobbying que l'État camerounais a engagé pour que cette diaspora prennent un certain nombre d'engagements. Ça peut être des moyens financiers, ça peut être une expertise à divers niveaux. Et je crois que c'est un lobbying qui a été engagé. Il faudrait tout simplement que l'État camerounais, mais il y a encore beaucoup de suspicions, beaucoup de méfiance, beaucoup de distances qui peuvent encore être développées. L'État camerounais doit rassurer. Pourquoi ces méfiances? Oui, parce que... alors que ce sont des Camerounais. Le discours officiel n'est pas toujours un discours fiable. Ça, il faut aussi le dire. Et espérons le discours officiel, c'est celui qui vient des gouvernants. Je ne veux pas dire ça comme ça. Je veux dire parfois des promesses qui ne sont pas toujours tenues. Qui fait les promesses? Les promesses sont faites par les gouvernants. Et des promesses qui ne sont non pas toujours tenues. Oui, ces promesses ne sont pas toujours tenues. Et aussi, ajoutons à donc la diaspora a régulièrement été flouée. Je ne peux pas dire que la diaspora a toujours été flouée, mais je dirais tout simplement que si on promet et que cette promesse n'est pas tenue, il y a un peu comme une méfiance, il y a un peu comme une attitude de distance qui peut se créer. Et il faudrait également que l'État du Cameroun mobilise la diaspora pour que cette diaspora soit rassurée et que cette diaspora aussi mette de côté ses pratiques va-t-en-guerre, ses impolitesses, je préfère le dire ainsi comme ça, parce que quand on a affaire à une personnalité, que cette personnalité est véhiculée, caillassée, etc., c'est inadmissible. Et je pense que la coopération l'encadrement entre l'État du Cameroun et cette diaspora doit être nécessaire. Si elle n'est pas encore suffisamment engagée, il faut l'engager davantage pour que nous profitions de cette expertise extérieure qui est à l'extérieur et qui doit être nationalisée pour que le Cameroun tire le meilleur bénéfice possible. Jacques Bagnoloc, ils sont nombreux qui pensent que nous sommes dans un contexte politique. Ils voudraient que les Camerounais du nord au sud et de l'est à l'ouest puissent à nouveau parler d'une seule voix. Nous sommes dans un contexte politique où certains estiment que tout est fait de manière à ce que le parti au pouvoir reste justement au pouvoir ad vitam aeternam. Nous sommes dans un contexte politique où nous avons besoin d'un remaniement ministériel et la nomination d'un nouveau vice-président, pour ne prendre que ces quelques cas. N'avez-vous pas l'impression que la diaspora a son mot à dire? J'ai aimé cette problématique qui pose deux problèmes. Ce que pense la diaspora et ce que peut cette même diaspora. Moi, j'ai la réponse à ce que pense la diaspora.
tout au moins une certaine diaspora. Mais la réponse est dans le fait que tous les jours, des Camerounais quittent ce pays pour aller ailleurs. Jacques Bagnoloc, Oui. toutes nos excuses, priorité au téléphone avec ce Camerounais justement de la diaspora, je vous le disais, il s'agit du docteur Samuel Ndormo. Bonjour. Docteur Samuel Ndormo, bonjour. Bonjour. C'est vrai que je n'ai pas un bon retour en studio. Je voudrais signaler à nouveau que vous êtes le président exécutif du Haut Conseil de la diaspora. Alors, ce matin, nous voulons savoir ce que la diaspora camerounaise pense du contexte politique actuel et ce que peut cette diaspora. Docteur Samuel Ndormo, que pense la diaspora du contexte politique actuel dans notre pays? Alors, tout d'abord, merci M. Parfait Haïti de me prendre l'antenne sur Info TV pour cette nouvelle édition d'Espace Miné. Et je suis particulièrement heureux de participer à cette émission et surtout de voir qu'au Cameroun, on a aujourd'hui ce débat autour de ce que pense la diaspora de la situation politique du pays. Alors, parler de la diaspora sans diaspora aurait été quand même assez aberrant. Alors moi, je suis dans la diaspora, ça fait plusieurs décennies. Aux États-Unis, ça fait 30 ans. Et avant, j'étais en France, donc je peux quand même me permettre de donner la température de ce diaspora. Alors, la société camerounaise, c'est vrai, il faut le dire, c'est particulièrement dense. Le chef de l'État n'est pas physiquement au Cameroun depuis plusieurs semaines. Et il y a également beaucoup d'interrogations autour du prochain gouvernement. Vous avez parlé de ça tout à l'heure. L'élection présidentielle, il y a un nouveau gouvernement, ça a été annoncé, ça fait 7 mois. Et en parallèle de tout ça, il y a des actualités judiciaires assez chaudes, l'assassinat du journaliste Martinez Géraud, un procès qui traîne, il y a des problèmes de mœurs ici et là. Donc, nous pouvons dire qu'effectivement, la tension est assez élevée. Et comme la diaspora est le microcosme du Cameroun, si ça chauffe au Cameroun, ça chauffe dans la diaspora. Si on se pose des interrogations au Cameroun, on se pose forcément des interrogations dans la diaspora. Alors, mais nous, Conseil des Camerounais de l'extérieur, nous sommes sereins parce que nous sommes apolitiques. Donc, ce que nous faisons, c'est plutôt de dire, restons concentrés sur le développement du Cameroun. Nous pensons que la diaspora, ce qu'on attend d'elle, ce n'est pas de s'interroger plus que le Cameroun, mais c'est plutôt d'apporter des solutions de développement comme font les autres diasporas, pour pousser leur pays de l'avant. Alors, ce qui concerne précisément l'absence du chef de l'État. Il faut bien le dire, ça fait 58 jours qu'il n'est pas là. Il a battu un record. Nous avons écouté le directeur du cabinet civil donner un ensemble d'informations à propos. Le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, a assuré en disant le président se porte bien, le président viendra dans quelques jours. N'ayant pas son dossier médical, nous ne pouvons pas spéculer sur sa situation physique. Donc, sur ce plan, nous avons dit on attend. Et on attend sereinement parce que lorsqu'il fait jour, il fera nuit, et s'il fait nuit, il fera jour. Donc, tôt ou tard, on aura une clarté sur ce qui se passe sur ce plan. Et attends, il faut qu'on avance sur le Cameroun parce que les hommes vont passer. Le Cameroun va rester. Et ce que nous déplorons souvent du côté de la diaspora, c'est qu'on se focalise trop sur les hommes. Naturellement, il y aura un nouveau gouvernement. Mais ce qu'on dira, c'est que lorsqu'il y avait un ancien gouvernement, est-ce que ça a changé le Cameroun? Certainement pas. Le casting, cette fois-ci, doit être bon. On ne fait pas de gouvernement pour le gouvernement. Nous, au niveau de la diaspora, nous pensons qu'il faut un bon casting. Parce qu'on a vu les 7 dernières années, le Cameroun n'a pas vraiment décollé, on ne s'est pas rapproché de l'émergence. Le chef d'État a dit que le septennat des jeunes, des femmes, et qu'il utilisera un peu plus la diaspora. Donc on attend sur ça. Franchement, la diaspora, qui, c'est vrai, est diverse, parce qu'il faut bien dire, dans la diaspora, il y a des courants politisés extrêmement agressifs. Il y a des partis politiques dans la diaspora, des représentativités, mais il y a une grande partie de la diaspora qui est sereine, qui ne veut que contribuer au développement du Cameroun. La double nationalité, c'est notre intérêt le plus urgent. Notre question, en fait, c'est de dire, quand cette double nationalité? Parce que une fois qu'il y aura la double nationalité, la diaspora pourra massivement contribuer au développement du Cameroun. Donc nous voulons rester concentrés. On ne veut pas être distrait. Parce que quand le chef de l'État était au Cameroun, on disait, bon voilà, il est vieux, il est inactif. Il n'est pas au Cameroun, on dit il n'est pas au Cameroun.
Quand il y avait un gouvernement, voilà, ils étaient là tous ces ministres, il y a eu les Covid-Gate, la Kang-Gate, c'est les mêmes gens. Donc, Docteur Samuel Dormont. Voilà, oui, merci. Docteur Samuel Dormont. Oui, monsieur. Je vous pose une dernière préoccupation. Hein. Si on vous posait la question de savoir quelles sont les propositions de manière concrète, 2 propositions concrètes que vous faites sur le plan politique pour que le Cameroun aille mieux, que direz-vous pour vous qui êtes de la diaspora? La première des choses qu'on dirait de la diaspora, c'est qu'il est temps d'utiliser les compétences de la diaspora. Nous avons été au Grand Dialogue National et l'une des résolutions, c'était d'utiliser la diaspora comme acteur de développement. On ne peut pas continuer à avoir des ministères sans des ministères qui concernent la diaspora. Donc la première des choses, c'est qu'il faut un ministère pour gérer les 7 millions de Camerounais de la diaspora et il faut impliquer la diaspora dans le développement du pays. La deuxième chose que nous disons dans la diaspora, c'est qu'il faut une méritocratie au Cameroun. Il faut qu'on s'éloigne de la politique et qu'on se concentre sur des gens réellement capables de porter cette émergence. Pour l'instant, ce n'est pas le cas. Et nous disons, si on change ces 2 choses, la méritocratie et qu'on implique un peu plus la diaspora, nous sommes convaincus que les mentalités changeront, la dynamique changera et le Cameroun pourra réellement décoller parce que pour l'instant, je le dis, c'est assez statique et c'est inquiétant. Merci, docteur Samuel Ndogmon. Je rappelle que vous êtes le président exécutif du Haut Conseil de la diaspora. Info TV vous dit merci. Merci, monsieur Parfait Haïti. Merci. C'est Jacques Bagnoloc qui avait la parole. Il reprend cette parole et fera un effort d'être précis, mais également concis. Merci, je le serai parfait ici. Je disais donc que j'ai la réponse à la première question. Que pense la diaspora du contexte politique? Mais la réponse de la diaspora est dans le fait que des Camerounais, tous les jours, quittent ce pays pour aller ailleurs. Ils quittent ce pays pour aller ailleurs parce que pour eux, le contexte politique n'est pas de nature à favoriser un emploi. Donc, si les Camerounais étaient rassurés de ce qu'en restant au Cameroun, ils vivraient dans de bonnes conditions de vie en ayant le travail qu'il faut, ils ne seraient pas nombreux à aller à l'étranger. On se plaint aujourd'hui de cette fuite des cerveaux-là. Donc, voilà ce qu'une certaine diaspora pense du contexte politique, que ce n'est pas un contexte politique qui peut les rassurer. D'où la fuite des cerveaux. Maintenant, que peut la diaspora? La diaspora fait déjà quelque chose de bien. Et je suis d'accord avec le docteur Essomba. Il faut saluer une certaine diaspora que j'appelle la diaspora républicaine. Celle-là qui ne casse pas les ambassades, qui n'agresse pas les ministres, ainsi de suite. Parce que ce genre de diaspora, nous n'en voulons pas. Je pense qu'au-delà de tout, nos gouvernants peuvent avoir leurs défauts, mais s'attaquer à l'intégrité physique des personnes, je pense que c'est pas bien. Donc, on a une diaspora qui fait quelque chose de positif pour le Cameroun. Parfait, moi je connais des familles ici à Yaoundé qui ne vivent que parce que certains sont de l'autre côté. Tout à fait. Je connais des familles à Douala, à Yaoundé, qui vivent parce que chaque fin du mois, on envoie de l'argent pour que la famille mange, que les enfants aillent. Lorsqu'il y a un deuil, voilà. Lorsqu'il y a une intervention à l'hôpital, lorsqu'il y a des cas de paiement de loyer, et que sais-je encore. Donc, il y a donc des Camerounais qui vivent grâce à cela. On ne peut donc pas négliger l'apport de cette diaspora-là, parce qu'elle est d'un apport important pour des Camerounais qui vivent ici. On va chuter. Maintenant, que peut donc cette diaspora pour le contexte politique-là? C'est là la question. Elle n'a pas assez de moyens, de leviers sur lesquels elle peut s'adosser pour faire changer les choses. Elle ne peut que faire du bruit à l'hôtel, ça s'appelle quoi? Intercontinental. Voilà, à l'hôtel intercontinental. C'est là où le président... C'est désormais quadrillé. Hein. Ah. On les tient à bonne distance. D'accord. Donc, ils ne peuvent Personne ne doit plus aller troubler le sommet du chef de l'État. Voilà. Donc, ils ne peuvent que faire des mouvements de masse comme ceux-là, de ce côté-là. Mais ils ne peuvent pas véritablement faire entendre leur voix et que leur voix soit matérialisée par une écoute ici au Cameroun. Mais ça se règle quand même parfois ici lors des élections. Mais je note encore que quand Paul Biya, le président de la République, va aux élections, dans la plupart des cas, il gagne encore dans la diaspora. Non, la dernière fois, il a perdu.
à l'élection présidentielle. De 2025, partout. Globalement, il a perdu à la diaspora. Ah, globalement, il a perdu à la diaspora. Bien sûr. Ok, c'est donc la preuve de ce que la diaspora, dans sa grande majorité, n'est pas d'accord avec ce qui se fait au Cameroun. Je pense donc que c'est au parti de mon ami monsieur le maire de tirer donc les leçons et de travailler pour que à la prochaine élection présidentielle, qu'il puisse reconquérir les cœurs des diasporiens. Si la diaspora, si le président de la République aurait perdu globalement au niveau de la non, donc ça ne sont pas d'accord. C'est pas le conditionnel. C'est pas le conditionnel. Moi, je donne l'information. Hein. Je ne l'ai pas commenté. Moi, je suis un journaliste. C'est-à-dire que j'ai dit que le président Paul Biya a perdu à la diaspora. La diaspora seule ne fait pas l'élection. Personne ne l'a dit. Personne ne l'a dit. Nous donnons l'information brute. Maintenant, vous pouvez donc faire des commentaires. On a certainement gagné massivement sur le territoire camerounais. Et ça fait qu'au total, le RDPC a gagné. Merci, docteur. Alors, Joseph-Marie Djama, est-ce qu'à un moment donné, cette diaspora n'est pas butée à certaines contraintes, n'est pas butée à certains blocages? Je vais être clair. Lorsque la diaspora fait des propositions sur le plan politique, vous avez suivi le docteur Ndoromo tout à l'heure, on a la nette impression que l'ordre gouvernant fait la sourde oreille. C'est pas une impression. C'est pas une impression. Je pense que le docteur Samuel Ndoromo, je le connais bien. Ce sont ces deux que je parlais la dernière fois, qu'ils sont régulièrement ici. Et ils ont pris langue avec le gouvernement camerounais pour pouvoir créer, pas forcément un ministère de la diaspora, mais quelque chose déjà qui va représente la diaspora. Oui, un point de chute pour que la diaspora ait une voix qui soit audible du côté du gouvernement avec son Excellence M. Nguéné Raymond, qui est aussi d'ailleurs actuellement au Cameroun. Il a d'ailleurs eu et il était de ce côté-là dans l'Union équilibrée ce week-end. Bon, pour dire que par rapport à la problématique que tu poses, les choses sont en train d'être faites. Parce que c'est quelque chose quand même que je suis, parce que j'échange avec eux de temps en temps. Les choses sont en train d'être faites. Mais l'évolution ne va pas dans le rythme souhaité. Et nous connaissons tous quand même la gouvernance camerounaise, elle est particulièrement lente. Elle est particulièrement lente, mais elle n'est pas amorphe. Elle est extrêmement lente. Donc nous savons quand même que celle qui nous a gagné les Jeux Olympiques, 2 fois, a pu attendre très longtemps avant de se faire recevoir. Et je ne parlerai pas de Roger Mila. Françoise Mbango. Et je ne parlerai pas de Roger Mila, mais on a fini par le recevoir. Mais pour dire donc que certainement la diaspora y arrivera, mais il faut beaucoup de patience. Il faut beaucoup de patience parce que les données qui se mettent sur pied... Mais pourquoi beaucoup de patience, M. Djama, alors qu'ailleurs, ça va un peu plus vite? Quand je dis ailleurs, au Sénégal, en Côte d'Ivoire, au Mali, au Burkina Faso. Ce sont les Maliens, ce sont les Sénégalais, ce sont les Burkinabés. Bon, nous ne pouvons pas copier le bon exemple. Nous sommes les Camerounais. Ça veut dire quoi? Je vous ai pris 2 exemples tout à l'heure sur le plan sportif. Ailleurs, ça se fait immédiatement, ipso facto. Mais au Cameroun, on prend du temps. On n'a même pu attendre. Mais est-ce que ce n'est justement pas cette prise de temps-là qui nous amène progressivement à des situations regrettables? Je ne scrute pas une société imaginaire. Je scrute une société réelle, pragmatique. Nous sommes dans le pragmatisme. J'ai dit qu'au Cameroun, on prend toujours du temps. La société n'est pas amorphe, mais elle est lente comme le mille-pattes. Elle est lente comme la tortue. En 2026, on doit encore être lent comme la tortue, comme le mille-pattes? Il souhaitait des changements. Mais pour qu'il y ait des changements, il faut qu'il y ait, il faut qu'on enlève la clé de voûte puisse sauter pour qu'il y ait un changement radical d'esprit et de comportement et de caractère et des habitudes. Mais nous n'en sommes pas encore là. Nous sommes encore en train de scruter une société réelle dans laquelle nous baignons. Je dis et je me répète que ce qu'ils ont proposé, ils ont de très bonnes propositions au docteur Samuel Ndoromo. Ils ont délivré tout un gros document avec un ensemble de propositions, mais tout cela ayant été étudié, continue à être étudié et nous attendons simplement que le chef de l'État et le MINRES puissent faire ce qu'il y a à faire pour que les choses puissent prendre le take-off. Certainement, ça viendra, mais c'est toujours là au Cameroun. Durant Tigué, contexte politique au Cameroun, que pense et que peut la diaspora? Ok, merci. Je crois que la base de tout ce, comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est l'intention. Quelle est l'intention que pose que la diaspora pour poser
en fonction de tout ce qui se passe au Cameroun. C'est en fonction de cela. Vous allez dire que ailleurs, ça va vite, ça va très vite. Mais c'est les choses qui ont été pensées avant. C'est qu'on a pensé qu'on veut tel genre de société. On ne peut pas mener une révolution sans connaître la société que nous voulons créer. Nous voulons quel genre de société? Nous voulons quel genre je ne sais pas s'il faut parler de transition ou quoi. C'est à partir de là qu'on va maintenant voir comment mener des actions, mener telle action, telle action. Tout réside encore dans la pensée. Bien sûr, tout réside là-bas. Si on ne pense pas, si les gens pensent que toujours au Cameroun, il n'y a pas de travail, on ne peut rien faire, les gens partent d'abord, les gens sont en train de fuir, vous pensez que quand ils vont arriver là-bas, ils auront quel intérêt pour le Cameroun? Ils ont une mauvaise image. Ils voient que s'ils viennent là-bas, c'est l'enfer. Donc, personne n'a envie d'aller en enfer. Donc, il faut qu'on essaie de rééduquer les gens, que les gens essaient de poser des intentions positives et bonnes pour l'avenir de notre pays. C'est à partir de là que la société peut se construire. Ça, c'est capital. Dans toutes les sociétés, grandes sociétés du monde, ça a toujours été comme ça. On pose une intention. Quel est le Cameroun que nous voulons avoir demain? On pose une intention claire. À partir de là, on travaille. Parce que nous voyons souvent peut-être de la diaspora ou bien des partis politiques venus commencer à courir à peut-être 1 mois, 2 mois des élections. Or, le travail commence avant. Le travail doit commencer avant. On dit que, ok, voici, nous sommes au Cameroun. La société, quand vous voyez la société aujourd'hui, vous avez, avec toutes les dérives que vous avez, c'est parce que les gens ont peur. Les gens ont peur de tout. Les gens ont peur de ce qu'ils vont manger demain. Les gens ont peur de ne pas travailler. Les gens ont peur de leur état de santé. Il y a même des gens qui ont peur parce que leur téléphone sonne. C'est trop grave. Donc, il faut réfléchir. Quel est le style de société que nous voulons avoir demain? Nous posons une intention claire. Alors, nous commençons à travailler sur cette intention-là pour que la société de demain puisse être ce que nous voulons qu'elle soit. Et la diaspora, dans ce cas, dans ce sens, peut également faire ce travail et pourra beaucoup nous apporter pour que nous ayons une société idéale, comme tout le monde le souhaite bien. Merci Durand Tigué. Alain Douk, c'est vrai que pour le cas du Cameroun, ils sont nombreux, ces hommes politiques qui mettent seulement de l'effort, qui mettent beaucoup de sacrifices pour le compte de l'élection présidentielle, oubliant qu'il y a également l'élection municipale et législative. Alors, l'élection municipale et législative au Cameroun qui est à venir, avez-vous l'impression que cette diaspora camerounaise pourrait également jouer un rôle fondamental? Bien, sur la question, forcément que la diaspora aura un rôle fondamental, pourrait avoir un rôle fondamental si elle est au fait et au clair sur les enjeux. Et je pense que tout le monde a compris que pour ce qui concerne la structure pyramidale du pouvoir politique au Cameroun, puisque le sommet est déjà occupé, on peut changer la donne à partir de la base. Il y a d'autres leviers de pouvoir qu'il faut aller actionner et qui peuvent mettre justement le sommet de la pyramide en difficulté et impulser au travers de ces autres leviers que vous comprenez, hein, le levier de la proximité au niveau communal, au niveau législatif, c'est là-bas où on va sécréter les lois et où on va décider d'un certain nombre de choses qui peuvent mettre l'exécutif à l'étroit. Je pense que tout le monde a compris aujourd'hui qu'il y a un véritable enjeu à aller être présent dans ces leviers de pouvoir. Et la grande question, c'est pourquoi on a fait semblant de ne pas comprendre les enjeux autour de ces leviers de pouvoir avant. Voilà, peut-être simplement parce que les gens, jusqu'ici dans notre écosystème, on a une opposition qui, à mon sens, n'est pas peut-être aussi opposée au système que ça. Ah donc, bon? bien sûr. Attends, Ce sont des amis? Je le dis d'ailleurs dans mon livre qui paraît dans quelques jours. Attends, il y a ce qu'on appelle des oppositions contrôlées. C'est-à-dire qu'on n'arrive pas à comprendre des incongruités. C'est vrai que moi j'ai rencontré certains opposants qui me disaient, parfait, nous sommes une opposition de proposition. Bon, parfois, tu sais, il faut vraiment enrober dans certains euphémismes sa philonie. Donc, dès je te dis... proposants. Bon, prenons ça comme ça. Maintenant, je pense que la diaspora est au fait de ces enjeux et elle doit utiliser donc son intelligentsia, ses moyens financiers, pour que cette dynamique donc se mette en branle et s'impose sur la fin et que le pouvoir, les leviers de pouvoir en question redeviennent totalement populaires et démocratisés dans le sens le plus positif de la chose. Très bien. Bien, parfait. Par rapport à la thématique. Oui.
Parce que quand on dit le contexte politique, il est tellement, il y a beaucoup de piliers que C'est vrai. peut-être qu'on devrait actualiser sur les éléments d'actualité de ces derniers jours pour comprendre. Mais déjà, sur le fait que la diaspora peut ou peut pas, elle peut. Elle a même déjà fait des propositions concrètes. Tu te rappelles que sur d'autres émissions ici, j'ai parlé de ces propositions concrètes qui sont holistiques, multisectorielles, et qui couvrent l'ensemble des domaines d'activité au niveau du pays, au travers du pacte de la diaspora pour un Cameroun émergent. Ça veut dire que la diaspora peut, elle démontre qu'elle peut, sauf que sur le même verbe peut, maintenant en termes de capacitation et d'autorité requise pour implémenter, donc ce pouvoir-là pour implémenter, elle n'a pas. Ça c'est dommage, mais elle a déjà quand même fait des propositions concrètes en disant on peut les implémenter même sur le court pour certaines et le moyen terme. Donc ça c'est maintenant aux politiques de voir. Et on voit comment, d'après l'expression consacrée par mon aîné Diama, on est là dans la traîne. Bon, moi je dis ceci à ce sujet. Ça, on ne peut pas vraiment. Vous avez une population qui sur le critère, ou alors sur le facteur de la pyramide des âges, est essentiellement à 70% jeune. Donc avec la jeunesse, on voit quoi? On voit l'énergie, on voit le dynamisme. Et vous n'êtes pas en adéquation avec la pyramide des âges, vous allez lentement, alors que vous avez une population qui est plutôt juvénile et qui est donc dynamique, et ça ne corrobore pas ce qu'on connaît en réalité des sciences de la gouvernance et du management, parce qu'il y a une fonction fondamentale dans la science de la gouvernance et du management qu'on appelle l'impulsion. L'impulsion ne se fait pas de façon molle. Faut qu'on soit sérieux. Quand on entend impulser, on voit quelque chose qui est fait à propos, à tout le monde. Quelque chose qui est fait de façon dynamique, avec le tantinet d'énergie qu'il faut. Impulser, c'est pas dormir, mon Dieu. C'est pas ça. Donc, et maintenant, au niveau de ce que la diaspora pense, honnêtement, parfait, je pense que, je ne comprends pas sur les dernières actualités, la diaspora est même bien placée pour nous dire, ouais, le président, mais elle ne peut pas, mais puisqu'il est quand même... Vous êtes sérieux? Mais elle est puissante. Il est chez vous, non? Moi, je comprends pas cette histoire. Maintenant, sur la question, et même les médias étrangers qui devraient aller là-bas, puisqu'ils sont en Europe, Ils viennent plutôt ici. Ils viennent ici. Bon, parfait, ça me dépasse donc. Lisons les messages. Hein. Alors, c'est un message de plus 45. C'est le Danemark. Voici ce que dit ce Camerounais du Danemark. Mes respects à tous les panélistes de ce matin. En tant que Camerounais vivant et travaillant à l'étranger, tout en étant activement engagé dans le secteur éducatif et l'action humanitaire, voici ma vision personnelle du rôle et de la posture de notre diaspora. Ce que nous pensons, une inquiétude légitime face aux défis du pays. Je vois une diaspora très attentive à notre situation sociopolitique, économique et sécuritaire. Beaucoup de nos compatriotes à l'étranger ressentent un fort devoir de solidarité et souhaitent des réformes concrètes pour la gouvernance, la santé et l'éducation de nos jeunes. Comme ton message est extrêmement long, je vais faire un effort de le condenser. Et dit 2, des approches diverses. 3, le besoin d'une meilleure intégration. Ce que nous pouvons accomplir ensemble. Il dit 1, un moteur économique indispensable. 2, le transfert de compétences. 3, l'action humanitaire. 4, un relais diplomatique et d'influence. Notez bien, sans oublier la double nationalité qui est un maillon essentiel pour booster notre économie. C'est Abo Nampidoy Gamkao Stéphane depuis Copenhague. Merci, monsieur, depuis le Danemark. Un autre message ce matin. Bonjour, monsieur Parfait, ici, le patron du micro au Cameroun. Messieurs, j'admire votre courage et votre brillance et surtout votre bon cœur. Monsieur Parfait, ici, je vous suis depuis longtemps et même quand vous étiez à Vision 4. Monsieur Parfait, ici, je suis Kevin depuis Douala. J'ai fait la Russie où j'ai étudié et j'ai un MBA et j'ai commencé mon cycle doctoral, mais
la guerre a tout gâté. J'étais obligé de rentrer sans une bonne préparation. Je suis là actuellement à Douala sans emploi. Je me suis battu pour payer la maison 6 mois ici à Douala pour chercher un emploi, mais hélas rien. S'il vous plaît, je ne vous écris pas pour avoir à manger, ce que je ne refuserai pas, mais j'ai besoin du boulot pour prendre soin de moi. Dieu vous bénisse. Merci bien, perfecto. C'est un homme ou c'est une femme? C'est un homme. Je pense que c'est un homme, hein. Sa spécialité, c'est quoi? Il a dit? Il a donné son nom, là. Non, la spécialité... Il dit qu'il a il était en Russie, et il a étudié, il a un MBA, et j'ai commencé un cycle doctoral, mais il ne nous a pas donné la spécialité. Hein. Ça, Complétez votre message inbox, on ne sait jamais, on verra bien. Un autre message ce matin, que dit ce téléspectateur du +1, c'est un message qui nous vient probablement des États-Unis. Hein. Alors je vérifie cela très rapidement et je me rends compte qu'effectivement le message nous vient des États-Unis. Hyper long également votre message. Hein. Où est-ce que je vais trouver tout ce temps? Bonjour monsieur Aïssi, bonjour à vos invités ainsi qu'à vos millions de téléspectateurs. À propos de la thématique, contexte politique actuel au Cameroun, que pense et que peut la diaspora? Je pense qu'il serait particulièrement pertinent d'aborder cette intervention sur le prisme du transfert de compétences et d'expertise, voire de devises dans une perspective de développement économique, social et politique. La diaspora camerounaise dispose aujourd'hui d'un capital humain, d'une expertise internationale et d'expériences comparées qui peuvent contribuer de manière significative à la transformation de notre pays. De plus en plus de diasporiens estiment que le moment est venu d'être une solution au problème du Cameroun et non un problème parmi les problèmes. J'avoue qu'il y avait encore une bonne partie à lire, mais nous nous arrêtons à ces niveaux. On aurait peut-être eu l'essentiel. Docteur Alexandre Essomba, il nous reste quelques secondes à passer ensemble chez toi. Une proposition concrète. Si tu te mets dans la peau d'un diasporien, que demandez-vous alors du gouvernement? Oui, je crois que, excusez-moi, le monsieur Alain Douka posait une préoccupation qui me semble dérangeante. Parce qu'il a dit très rapidement que lors de la pyramide, si le pouvoir, je suppose le pouvoir de Yaoundé, c'est le sommet, et que la diaspora viendrait créer, contester ou alors créer, je trouve le mot, créer un peu une opposition au niveau de la base. Je pense que si nous prenons la chose ainsi, nous aurons tout faux. Et je pense que ce n'est pas la bonne logique. Là, il y a déjà un sommet connu de l'État. Il y a également la base qui doit être, que la diaspora vienne. Voilà les municipales qui sont en perspective. Que la base, qu'ils viennent conquérir à la conquête des mairies, qui prennent les mairies et qui construisent le pays en harmonie avec ce que la hiérarchie du pays aura décidé. Et par rapport à cette entreprise-là, oui, parce que ça doit être en harmonie. Maintenant, par rapport à ce que l'État du Cameroun fait, moi je prends par exemple le cas du ministère des Relations extérieures. Je connais ce ministère, je connais des amis là-bas qui travaillent énormément pour que la diaspora camerounaise soit bien encadrée au Cameroun et qu'elle ait des structures d'épanouissement. Il y a le ministère de la Jeunesse qui en fait pareillement. Et je pense donc que l'État du Cameroun devrait aussi aller un peu plus vite. Il y a un panéliste qui a dit que l'État est quelque part amorphe. Vraiment, il faut que l'État du Cameroun soit un peu plus dynamique et qu'il y ait une confiance mutuelle entre l'État du Cameroun et la diaspora. Djama Joseph Marie. La vérité, c'est que notre diaspora est aujourd'hui polysémique et elle a tout pour que nous puissions bâtir un pays qui puisse caragoter dans le leadership africain. Ça, on veut qu'elle soit écoutée. Maintenant, moi, je peux proposer quelque chose à notre diaspora. Allons-y. Qu'elle s'intéresse à deux aspects fondamentaux qui vont booster nécessairement l'économie du Cameroun, son industrie et même l'avenir du Cameroun. Il y a la science quantique dans l'intelligence artificielle. Et puis, il y a le phénomène, il faudrait que nous pensions aujourd'hui
pouvoir aller voir la conquête spatiale, parce que nous avons les moyens sur ce plan-là. Il y a beaucoup de Camerounais qui sont aujourd'hui engouffrés de ce côté-là, et inviter le gouvernement de Yaoundé à ouvrir des passerelles pour que les uns et les autres qui pensent aujourd'hui de manière très nombreuse à revenir au Cameroun investir, que les passerelles leur soient faites. Qu'il y ait des ouvertures. Au-delà de l'aspect qu'il y ait de l'accessibilité. Au-delà des aspects politiques, tous les enfants. Et que nous ne regardions plus cette diaspora-là en chien de faïence. Il est hors de question que nous puissions avoir l'honnête de manière inaccessible, de manière sporadique, alors que nous avons les moyens des enfants qui ont aujourd'hui l'expertise adéquate pour pouvoir nous faire avancer. Il y a peut-être un téléspectateur qui va conclure ce grand débat. Bonjour, le parfait modérateur. Nous tous savons que si la Chine est devenue ce qu'elle est aujourd'hui, c'est juste grâce à cette diaspora qui a joué un rôle fondamental. Il faut vraiment que le gouvernement adopte cette affaire de double nationalité. Enfin, pardon, sauf de l'écouter. Vous savez, en démocratie, un pouvoir ne doit pas phagocyter tous les autres leviers de pouvoir. Ça ne se fait pas. Ça, je m'adresse au conseiller municipal. Et ce que je dis, ce n'est pas mon opinion. Je m'en tiens aux statistiques, aux dernières élections. On n'a pas des antagonismes. Oui, la diaspora n'a pas voté pour vous. C'est pour ça que je dis, donc, s'ils veulent, au regard de cette statistique... Mais si la diaspora vient contester... Et le peuple que je connais ne se retrouve pas dans ce qui est en train d'être fait. Donc, il doit s'approprier son pouvoir vers la base et faire ce qui lui convient à ce niveau-là. Pas d'antagonisme. Il n'y a pas d'arbitraire dans ce Non, il n'y a pas d'antagonisme. Je voudrais simplement... Si antagonisme, ça ne marche pas. C'est pas un problème d'antagonisme. En démocratie, chaque pouvoir reste à son niveau. Vous qui étiez là ce matin pour parler de cette diaspora. Merci à Dr Samuel Ndokmo qui est intervenu, lui qui est basé du côté des États-Unis, digne Camerounais, justement de la diaspora. La rediff de ce programme, c'est tous les soirs à partir de 22h30 avec tout ceci. Que faites-vous encore ?